Salut Edouard. Salut Gaël, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur Aventure Humaine. Je suis ravi une nouvelle fois d'explorer une aventure maritime, on va dire. On va explorer le monde aujourd'hui de la plaisance et on est fiers d'accueillir du coup un leader européen. On va explorer tout ça. Euh, Avant de commencer et d'embarquer, on va dire, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Yes, ouais, donc je m'appelle. Merci déjà de m'accueillir sur le podcast. C'est un plaisir d'être là. Et donc je m'appelle Edouard, je suis un des fondateurs de Navili que j'ai créé avec Benjamin, un associé, mais avant tout un très bon ami. Et donc aujourd'hui on va parler un peu de Navili, qui est un guide côtier communautaire pour les gens qui font du bateau un peu partout en Europe. Est-ce que tu te souviens du jour 1, du premier déclic en rapport avec Navili? Ouais. Alors, je m'en souviens très bien parce que je me souviens très bien parce que c'est une histoire, c'est une histoire forte. Il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises parce que ça répond à un besoin personnel et souvent un, un- souvent c'est un besoin qui s'identifie pendant longtemps et puis à un moment, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, ils décident ok, je vais créer, faut que je crée mon entreprise, que c'est pas possible que ça reste comme ça. Faut que je crée une boîte sur ce sujet-là. Et nous, ça a été un peu différent avec Benjamin parce que j'ai rencontré Benjamin en 2004 dans à l'école qu'on faisait ensemble après le lycée. Et c'est lui qui m'a assez rapidement. Je suis allé faire du bateau avec lui, avec sa famille. D'ailleurs, ils m'ont mis très rapidement sur une régate qui durait 2 semaines en haute mer, avec des premières heures de navigation qui ont été très compliquées pour mon estomac. Mais ils ont essayé de me faire de me dégoûter du bateau et ça n'a pas marché. Et donc en fait, c'est lui qui m'a un peu transmis la passion de la navigation à voile notamment. Et et cet été en 2013, on part en vacances, Benjamin et moi. Lui venait de quitter son travail et moi j'avais rien de prévu pour mes vacances. Et donc il dit bah écoute, on va faire une semaine de bateau tous les deux. On va se balader sur la Côte d'Azur et puis on va faire des petits mouillages. Ça va être sympa. Ça paraissait nickel comme vacances, à rien faire, juste lire sur le bateau, c'était super. Et puis il y a un soir notamment, une nuit où on est au mouillage et je me souviens très bien me réveiller il est 2h30, 3h du matin. Je sens que le bateau bouge, ça tape en plein milieu de la nuit et je suis pas spécialement rassuré. Donc je sors pour voir l'état de la mer, voir dehors, parce qu'il y a toujours un des gros risques en bateau, notamment quand on est au mouillage, quand on dort au mouillage la nuit, c'est que le bateau il est retenu dans sa position par l'ancre et la chaîne qui sont au fond, qui sont posés sur le fond de la mer, et c'est le poids et la friction de l'ancre et de la chaîne qui tiennent le bateau au même endroit et qui font que le bateau bouge pas. Euh, et donc bon, un bateau ça va, mais quand tu commences à avoir 15, 20 bateaux et que tout le monde s'appuie sur sa chaîne et que tout le monde a un peu une philosophie un peu différente de quelle quantité de chaîne on met, quelle longueur de chaîne, quelle taille d'encre, et certains aussi ont des niveaux de confort et des niveaux de confort en fonction de la météo où ils disent ok, là je prends pas le risque, je vais au port, je reste pas dans un mouillage comme ça, et d'autres vont dire oui, moi ça me dérange pas, 30 nœuds, le bateau il tient, ils ont confiance dans leur bateau et donc ils restent. Et nous on se retrouve et moi je sors la tête de l'eau, je sors la tête du bateau, je regarde autour, on est une bonne quinzaine de bateaux au mouillage, c'est en plein août, et je pense qu'il y a à peu près un mètre de houle qui rentre, un bon mètre de houle qui rentre, et et peut-être bien 20 nœuds, 25 nœuds de vent. Donc ça commence à être des conditions où beaucoup de gens disent ok, moi je reste pas, je pars. Sauf que quand on s'est couché, c'était calme. Ben Et oui. donc, on s'y attendait pas, on s'attendait pas à qu'il y ait ces conditions-là. Et donc, les gens, quand ils dorment, potentiellement, avec le mouvement du bateau, ils se rendent pas forcément compte de combien il y a de houle et combien il y a de vent. Il y a des bateaux qui sont très bien insonorisés, on l'entend pas forcément. Et donc, quand je sors la tête, je vois que le bateau à côté de nous, je reste 5 minutes dehors et je vois que le bateau à côté de nous commence à reculer, et il se rapproche. Il est dangereusement près du bateau qui est derrière lui. Et donc je me dis là ça va, c'est sûr ça va taper, il va se passer quelque chose. Je vois le problème arriver, donc je crie pour essayer de les réveiller, j'arrive pas à les réveiller. Et là je vais chercher la corne de brume. Donc à bord des bateaux
tous les bateaux normalement ont une corne de brume pour naviguer notamment quand il y a de la brume et puis pour prévenir les bateaux autour. Et donc je sors la corne de brume et je mets un gros coup de corne de brume dans la baie, ce qui réveille cette personne-là, mais qui réveille aussi tous les bateaux dans la baie. Et donc bon, la suite de l'histoire, c'est que la personne se réveille, sort en petite tenue, se rend compte que je lui dis mais ton bateau, tu vas t'écraser sur celui derrière. Donc toutes les expletives qui vont avec la situation font que le mec sort, remonte sa chaîne, réveille sa femme, démarre le bateau, part. Et il y a beaucoup de bateaux qui partent de la baie et qui vont chercher un nouveau mouillage. À ce moment-là, il est 4h du mat, 3h30, 4h du mat, et qui se disent ok, où est-ce qu'on va et c'est là où c'est là où on a eu le déclic avec Benjamin en se disant il y a quelque chose à faire. C'est le début, on est en 2013, c'est le début des smartphones. C'est encore le début des smartphones, même si l'iPhone existe depuis un moment, mais c'est le début des smartphones. Je pense que c'est de l'iPhone 4 qui vient de sortir ou qui est sorti il y a pas très longtemps, et des applications. Et on commence à avoir du réseau, du communautaire, beaucoup plus mobile. Et il y a rien, évidemment, dans le monde du nautisme, il y a rien à ce moment-là. Et nous, on voit qu'il y a vraiment un sentiment d'entraide entre les marins. Et on se dit mais j'aimerais bien ajouter un avis sur ce mouillage-là. J'aimerais bien pouvoir dire attention, dans ces conditions-là, ce mouillage-là, il est pas bien. Que les autres personnes qui arrivent plus tard puissent le savoir. J'aimerais bien pouvoir partager mon expérience et j'aurais bien aimé que quelqu'un qui a déjà vécu cette situation en ce mouillage-là l'ait dit pour que moi j'évite d'y aller et j'évite de me mettre en risque. Et c'est vraiment de là que part l'histoire. Donc c'est vraiment on sait très bien, on sait quel endroit géographique, à quel moment à quel moment c'est arrivé. Et pourquoi vous étiez en position capable de vous projeter dans une aventure entrepreneuriale à ce moment-là? C'était quelque chose qui avait été discuté, qui était en projet, qui était complètement. C'est quelque chose qu'on avait alors pour un peu éclaircir, resituer la situation. À ce moment-là, c'est en 2013. On est sorti de nos études en 2009 avec Benjamin, donc ça fait 4 ans qu'on travaille tous les deux. Moi, à ce moment-là, je travaille en Italie. Je bosse dans le marketing. Je bosse dans le marketing en Italie dans une boîte qui fait de l'hébergement et des noms de domaine, donc un domaine un peu technique. Et lui, Benjamin, il a plutôt un profil commercial où il est sur la Côte d'Azur et Benjamin a toujours eu cette volonté ça faisait déjà plusieurs fois qu'il me parlait de créer une entreprise. C'était quelque chose qu'il cherchait à faire parce que lui aimait bien ce côté création d'entreprise, ce côté le fait d'être son propre patron. Moi, c'était pas quelque chose qui m'excitait particulièrement parce que je suis pas je suis pas quelqu'un qui est fan de responsabilité, qui adore prendre des décisions. C'est pas forcément je préfère le côté innovation. Je suis un peu plus rêveur. C'est pour ça que tu es CEO aujourd'hui. Oui, c'est exactement, ouais, mais tu vois, malgré ça, je suis quand même CEO, mais c'est vrai que je suis un peu plus rêveur, j'ai un peu plus de, tu portes plus la vision, c'est peut-être pour ça que tu es CEO. Ouais. Peut-être. Honnêtement, c'est vraiment aujourd'hui, on a vraiment une structure de co-CEO. Ouais, co-CEO. Avec Benjamin, on est vraiment co-CEO. Même si bon, sur le papier, il y en a qu'un seul, mais je me sens pas plus CEO que lui en tout cas. Mais bon, à cette époque-là, c'est vrai que Benjamin, lui, il avait cette idée-là, moi pas trop. Et on avait déjà évoqué de travailler ensemble. On a été colocataires notamment quand on était pendant nos études, donc on se connaissait, on était très bons amis. Et donc quand au moment où on a cette idée-là, Benjamin lui vient de quitter son travail, donc il est au chômage. Moi, ça fait quelques années que je suis en Italie et on se dit pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit pas, tiens, on va créer une entreprise. Ouais. On se dit plus, c'est sympa cette idée-là. Cette idée-là, elle est bien. Il y a peut-être quelque chose à faire avec cette idée-là. On n'avait jamais entendu le mot startup. Donc c'était 2013, c'était il y avait des startup week-ends, mais je pense que c'est quand on fait au tout début, c'est quand on fait le startup week-end qu'on découvre ce que c'est qu'une startup, qu'on découvre le concept, qu'on découvre. Nous, on était plutôt en mode entreprise. On a fait une école de commerce et à l'époque, en école de commerce en 2008, on parlait pas de startup.
assez peu, quoi. Il y a certainement certaines écoles de commerce qui en parlaient, mais la nôtre, c'est pas un sujet. On n'avait pas des ateliers start-up, création de petites entreprises, création d'entreprises comme ça. Et donc, on était plutôt quand même sur une idée de créer une entreprise viable. Mais l'idée de Navily et de se lancer sur Navily, c'était pas en mode. C'était plutôt side project. Ouais, c'était plutôt side project, exactement. Tester. Ouais. Tester et à deux être dans ce mode-là. Et la preuve de ça, c'est que la première version de Navily qu'on fait n'a pas de business model. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de gagner de l'argent avec la première version de Navily qu'on fait. Donc c'est qu'on n'était pas là en mode ok, comment est-ce qu'on va devenir riche. C'était plus non, nous on en a besoin. C'est un outil qui nous paraît utile. C'est un outil qu'on pense que la communauté va aimer ce concept-là. Et donc on est assez fou pour dire ok, on va investir de l'argent, on va payer une entreprise pour développer cette application, on va créer une marque et faire de la communication. Et derrière on ne sait pas ce qu'on va en récupérer, mais c'est juste le concept nous plaisait, quoi. Du coup, génial. Donc, Navily, le nom, la marque vient comment? Le nom vient de, c'est un nom qu'on a cherché, il nous a fallu quelques mois pour trouver le nom qui nous plaisait. Petite anecdote, le premier nom c'était Watch My Boat. C'était le tout premier nom qu'on avait sur lequel on était resté parce qu'on était plus sur une idée plus proche de Waze et donc on voulait faire un peu un Waze de la mer. Et donc la première idée qu'on avait c'était Watch My Boat. Et puis après de multiples brainstorming, à un moment on est tombé sur ok, c'est la famille, il y a une famille du marin, donc on était sur le mot family, et puis on est resté sur navigation family et Benjamin il a dit mais c'est Benjamin qui a dit navigation family, Navily ça serait pas mal. Il y avait pas mal de boîtes qui se créaient, je pense, en terminant en li et en ly, et donc on s'est dit Navily, navigation family, ouais c'est super. Et d'ailleurs le nom Navily est une marque, mais le nom de l'entreprise c'est The Navigation Family. Ok. Bon bah toutes les valeurs et la raison d'être est directement dans ce nom. Et donc oui, donc vous êtes positionné pour lancer une app, mais vous saviez pas coder, vous saviez pas établir un cahier des charges ou tout ça. Comment ça s'est fait? On savait faire un cahier des charges, c'est quelque chose que moi j'avais déjà fait pas mal dans mon entreprise parce que j'étais dans un environnement informatique, informatique tech, avec une entreprise web. Donc j'avais déjà fait quelques cahiers des charges pour faire des landing pages, pour développer des toutes petites fonctionnalités, mais pas du tout dans le domaine de l'app. Mais on est assez pragmatique, donc on a vite, on essayait vite on essayait vite avec nos PowerPoint d'aller loin dans le concept et de dire ok mais qu'est-ce qui se passe quand je clique, ok mais qu'est-ce qui se passe avant que je clique et après, et comment on a vite compris le concept, je pense. Donc, le briefing c'était la partie simple. Par contre, on n'avait aucune idée de comment est-ce qu'on passait de notre PowerPoint à un produit physique dans l'App Store. Ça on avait zéro idée. Et et là-dessus, ça a été un peu la croix et la bannière. L'avantage, c'est qu'on n'était pas pressé, on n'était pas trop pressé, mais il fallait quand même qu'on sorte quelque chose. L'objectif, c'était de sortir quelque chose pour l'été 2014. Et puis, et donc, comme Benjamin était au chômage, il avait beaucoup de temps devant lui. Moi, j'ai pris beaucoup de temps. J'ai pris beaucoup de temps pour en parallèle de mon travail pour pouvoir bosser dessus aussi. Et une fois qu'on avait nos idées sur papier, on s'est dit ok, maintenant il faut trouver un dev. Et donc la première question qu'on avait, c'était ce qu'on a cherché d'abord, c'était un cofondateur. On s'est dit ok, peut-être qu'on peut trouver un cofondateur dev, ce qui était je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui commencent par ça en se disant soit il y a un cofondateur développeur, et dans ce cas-là c'est un peu plus facile, soit les deux sont pas, c'est rare qu'en fait un gars d'école de commerce connaisse un gars d'ingé, parce que c'est des milieux qui se mélangent assez peu, et donc tous les ingés connaissent tous les ingés, et l'école de commerce connaissent tous les gens d'école de commerce, mais ça se mélange assez peu. Il y a beaucoup de meet-up qui sont faits, rencontrer un cofondateur, et on va pas se cacher, le développeur aujourd'hui c'est la perle rare, c'est la personne qui est difficile à trouver. C'est aussi des personnalités souvent assez différentes des gens d'école de commerce, et donc trouver je suis content qu'on n'ait pas trouvé le cofondateur dev, parce que je pense que gérer une entreprise à trois c'est très difficile,
parce que c'est très souvent 2 contre 1 et donc ça crée des animosités parce que souvent ça va être souvent les deux mêmes contre une personne qui va être toute seule et il va y avoir une exclusion de la personne autour. Et donc je pense que c'est pas facile, d'autant plus que le duo Benjamin Edouard est un duo qui est très soudé, qui est très fort, sur lequel on est aligné, on est souvent d'accord, on s'engueule pas, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc une troisième personne qui s'ajoute sera forcément une personne qui sera externe. Mais à l'époque, bon voilà, on est jeunes et fous, on se dit ok, on va trouver quelqu'un. Et donc Benjamin a fait des hackathons. On est allé faire le Startup Weekend de Marseille en fin 2013, dans l'espoir de se dire ok, on va rencontrer les gens parce que c'était bien, fallait se mélanger au milieu, fallait comprendre un peu comment les gens réfléchissaient et on se dit qu'on va essayer de trouver un cofondateur. Et puis on cherche, on commence à travailler avec quelqu'un et puis au bout de 2 jours, on dit non, ok, ça marche pas. Et puis à un moment, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe si on le faisait avec une agence plutôt que de le faire avec un cofondateur? Peut-être que c'est plus intelligent. Combien est-ce que ça nous coûte? Et donc c'est là qu'on commence à regarder les agences. Et Benjamin a fait un travail de recherche d'agence. On a discuté avec, je crois qu'il a discuté avec 5 agences avant qu'on en identifie une qui nous paraissait vraiment bien, qui était une agence qui s'appelle CKCnet et qui est leur nom est assez marrant d'ailleurs, et c'est une agence de Sophia Antipolis qui est entre Sophia Antipolis et Lyon. Donc c'était une agence du coin, ce qui était agréable. Donc on a pu aller les voir dans leur bureau et on a tout de suite eu un très bon fit avec eux. Ils aimaient bien le projet, ils trouvaient ça assez cool et c'est avec eux qu'on s'est lancé et on a travaillé avec eux pendant très très longtemps. Aujourd'hui on a encore de très bonnes relations, mais on va dire jusqu'en 2020 ou 2021, on avait toujours beaucoup de devs qui étaient faits avec eux. Donc c'est vraiment ça s'inscrit dans le long terme. Externalisé, ok. Et une bonne approche. Et vous n'êtes pas monté à Paris pour vous connecter à l'écosystème très très startup qui était peut-être un petit peu plus en train d'éclore là-bas plutôt qu'en province? C'était, nos amis notamment nous ont beaucoup dit mais qu'est-ce que vous faites, vous allez créer une entreprise dans le sud à Nice, pourquoi dans le sud à Nice et tout, et Paris c'est tellement plus dynamique, Station F n'existait pas encore à l'époque, hein, mais il y avait c'est sûr que l'environnement était quand même beaucoup plus dynamique, notamment parce que avec les écoles de commerce qu'il y a, avec le rythme qu'on peut avoir à Paris et la disponibilité de capitaux aussi est beaucoup plus importante à Paris qu'en région, c'est certain. Et nous, on est un peu, Benjamin lui habitait déjà à Nice ou juste à côté de Nice. C'est la capitale du yachting. La Côte d'Azur, c'est la capitale du yachting. Il faut savoir qu'il y a, je crois que c'est 94% des bateaux de plus de 18 mètres passent chaque année en Côte d'Azur. Donc c'est une zone, oui. C'est une zone de vous fou. Êtes quand même au cœur de l'écosystème et du problème que vous allez adresser. Exactement. Les premiers ports avec lesquels c'était intéressant de travailler, c'était les ports de la Chambre de commerce de Nice, qui représentaient Nice, Cannes, Villefranche et Nice, Cannes, Villefranche et Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui est une zone très touristique, beaucoup de gens qui viennent, beaucoup d'étrangers, beaucoup de tourisme. Donc c'est vraiment très très dynamique comme zone. Juste à côté de Nice, il y avait l'Italie. Moi, j'habitais en Italie. Et puis il faut reconnaître que le cadre de vie est quand même fantastique. Hein. Donc nous, on avait aussi on a tous les deux vécu à Paris. Moi, j'ai vécu 2 ans à Paris. Benjamin, un peu une année. Au bout d'une année, lui, il a dû partir parce qu'il en pouvait plus. Donc ouais, on avait aucune volonté de retourner à Paris. On avait vraiment aucune volonté de retourner à Paris. Et puis, je pense qu'on aimait beaucoup l'environnement niçois. Et après, je pense que on n'avait pas forcément conscience. On se disait pas forcément que le fait d'être à Paris serait un accélérateur en termes de start-up ou en termes d'entreprise. On n'avait pas forcément c'était le début. Hein. C'était le début.
Si on reprend ça à The Family, c'était 2013 justement, en même temps. Ouais, exactement. Bah, on a rencontré les gens de The Family, je sais plus, en 2015, je crois on les a rencontrés. Et c'était toujours des discussions toujours très intéressantes avec ces personnes-là. Mais c'est vrai que je pense on était confort dans le sud de la France à Nice. Euh, mais Ok. à refaire, je pense que je resterai à Nice. Je pense que l'expérience aurait été complètement différente si on avait été dans le sud, pardon, dans le nord à Paris. Je pense que quand on allait, ça nous a permis d'aller voir les ports plus facilement. Le fait d'être à Nice, d'aller faire plus facilement prendre la bagnole ou la moto pour aller faire un tour, rencontrer, discuter avec les ports et se rendre compte un peu de comment est-ce qu'ils évoluaient, comment est-ce qu'on pouvait travailler avec eux aussi. Et puis dire qu'on était sur la Côte d'Azur, sur la carte de visite, de dire où était à Nice, ça donnait plus l'impression que ok, vous savez Ouais, de quoi ça vous parlez. projetait. Ouais, c'est ok, vous savez de quoi vous parlez. Vous êtes ici, donc alors que si on dit ok, on vient de Paris, ils disent ah, ok, les gestionnaires de port, peut-être que en voyant des Parisiens arriver, ils peuvent se demander de ok, mais qu'est-ce que vous savez de la mer, qu'est-ce que vous connaissez de la mer. Donc c'était bien pas mal sur la carte de visite. Ouais. Donc, été 2014, l'app est en place. Exactement. Vous faites vous avez une stratégie de lancement, de communication pour tester tout ça? Pas vraiment, hein. On va être honnête. On se lance. C'est juin 2014. La première version de l'application sort en juin 2014. On a on a un budget marketing de 200 euros pour l'été. Donc je te laisse imaginer d'où est-ce que tu vas avec 200 euros, tu vois. On se dit, en fait, c'est pas qu'on a un budget marketing, c'est qu'on se dit, tiens, ok, on va mettre 20 balles, 100 balles sur Google, voire sur Facebook à l'époque d'ailleurs, pour voir un peu ce qui se passe. Mais en fait, le premier axe de développement pour nous, c'était de parler de Navigli sur les groupes Facebook de voile. Il y a beaucoup de groupes Facebook de voile. C'est des groupes qui sont très actifs, qui à l'époque étaient très actifs déjà, avec beaucoup de passionnés, beaucoup de gens qui voyagent loin, qui venaient chercher une communauté, donc c'était vraiment un super endroit de rassemblement, beaucoup plus fun que les forums. Quand même le côté Facebook beaucoup plus, c'est un côté plus dynamique, on va dire, que les forums. Mais on se retrouve à poster. Moi, je faisais partie de tous les groupes de voile et je me retrouve à poster et dire voilà, on lance ça. On aimerait savoir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous trouvez l'idée? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que on se retrouve à poster sur pas mal de groupes Facebook et quelques forums. Et c'est un peu ça notre stratégie de lancement. On se fait dans les semaines ou les 2 semaines qui suivent le lancement, on remplit un formulaire, je crois, sur Madines, pour dire Ouais. voilà, on vient de créer notre boîte, c'est ça, on fait ça, et donc on est repris dans les apps de la semaine de Madines qui sortaient toutes les semaines. Je sais pas s'ils font encore leur sortie, mais je crois qu'ils font toutes les semaines avec les nouvelles apps qui sortent, les nouveaux services qui sortent, et donc on fait partie du top nouvelles apps de la semaine. Et on a un coup de chance, de fou, c'est qu'on est repéré par Laura Tenucci sur Télématin. Télématin? Ouais. Exactement. Et donc qui sans nous contacter, sans parler avec nous ni rien, fait son matin, son émission le matin. Il dit voilà, nouvelle application, Navili, partage de mouillage entre plaisanciers. L'objectif c'est d'améliorer la sécurité. Et elle parle de nous comme ça. Ça fait 2 semaines qu'on s'est lancé. Et nous nous un matin on se réveille, on regarde nos téléphones et on a des messages de tous nos potes qui disent vous êtes sur Télématin. Et nous on fait mais de quoi vous parlez et tout. On regarde, on allume le dashboard, on regarde les chiffres, on voit qu'on a atteint 800 users alors qu'on en avait 200 le soir d'avant d'aller se coucher. Et on voit qu'on a un pic de 600, qu'on a pris 600 users dans la journée avec le passage sur Télématin. Et on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, on essaie d'aller voir le replay, voir ce qui s'est passé. Et en fait, on a atteint nos 1000 premiers users super rapidement grâce à ça, parce que grâce à Laura. Merci Laura d'avoir parlé de nous. C'était un peu notre tremplin. Et donc assez rapidement, alignement des planètes, bon moment, bonne saisonnalité. Je pense que l'app, elle marchait. Ouais. Effectivement, il y avait
peut-être le minimum dans la première version, mais au moins c'était ce qu'il fallait pour avoir les premiers commentaires, premières reviews. C'était quoi du coup, il fallait en fonctionnalité, c'était une map. Ouais. Les utilisateurs mettaient des commentaires, mettaient des annotations. La première version la toute première version de l'application était vraiment très basique. C'était, il y avait une carte principalement vide puisque Benjamin et moi on a ajouté 35 points pour commencer. Donc 35 mouillages, 35 mouillages principalement en France. Hein, c'était quand même, oui. c'est tout petit. Au début. C'est tout petit. Donc on commence avec 35 points et on a et on permet en fait la fonctionnalité principale, c'est l'utilisateur peut ajouter un point sur la carte, nommer le mouillage, mettre une photo, mettre un commentaire. C'était donc vraiment une fonctionnalité très 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 simple très simple. Et on se retrouve sur cette première période je crois à fin août, on a un peu plus de 3000 utilisateurs qui ont créé un compte et les utilisateurs ont ajouté 1000 points sur la carte. Donc nous on s'attendait, on savait pas. Je pense qu'aujourd'hui ce serait pas possible de faire ça, mais à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas d'application comme ça, il n'y avait pas de concurrents, il y avait pas, on était les premiers à arriver sur le marché. Faut savoir qu'on a lancé l'application en 3 langues dès le début. Hein. On a lancé en français, anglais, italien. Donc on a touché tous les groupes Facebook dans les différentes langues et tout pour voir un peu ce qu'ils prenaient. Et on s'attend. Les gens ils sont arrivés, ils voyaient une carte vide et ils disaient il y a un gros bouton plus, il y avait un gros bouton plus en bas, donc ils cliquaient ce bouton plus, ils disaient tiens ok je vais ajouter un point, boum, ah ouais le nom c'est quoi, hop, ouais, je mets une photo, je mets un commentaire, et les gens se sont pris au jeu et ont trouvé l'idée cool, et les gens qui arrivaient après voyaient qu'il y avait des points, et ils disaient ah c'est cool, ils mettaient des likes sur les points, et puis voilà, et puis ils pouvaient se faire leur petit itinéraire de croisière comme ça et voir un peu les avis des autres dans Navidi. Donc c'était vraiment ça la fonctionnalité le tout début quoi. Donc, pour voir que vous n'aviez pas envie de créer une entreprise, là, c'était peut-être en train de se greffer dans votre vision. Ça s'est fait à la suite de la première saison? Exactement, ça s'est fait juste après l'été 2014. Okay. On se retrouve avec forcément on se dit bon il y a quelque chose, on a 3000 utilisateurs, on a des gens qui ont ajouté 3000 utilisateurs certes mais qui ont en plus ajouté des points, qui ont en plus participé. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Et on se dit ok, si la réflexion c'est bon bah maintenant comment est-ce qu'on peut faire de l'argent potentiellement avec ce service là, et on se retrouve donc la première version de l'application ne fait que les mouillages, donc c'est-à-dire tous les endroits où c'est pas un port en fait, principalement des spots qui sont gratuits, hein, même si aujourd'hui ça commence à devenir un peu plus payant, mais on est quand même sur des spots qui sont majoritairement gratuits. Donc il y a aucun argent à faire là-dessus. On réfléchit au côté publicitaire, mais au côté publicitaire il faut des millions de vues pour pouvoir faire un peu d'argent avec, donc c'était inenvisageable au début. Un membership, non? Membership, en fait, c'est sur des applications communautaires, avoir un côté, vous payez pour participer, et c'est vous qui donnez la valeur au service, et vous payez pour donner de la valeur au service. Ça nous paraissait complètement absurde, donc on voulait pas faire ça non plus. Et on s'est dit ok, là, le deuxième endroit où les plaisanciers vont, et où les plaisanciers vont très souvent quand même, c'est les ports de plaisance. Et donc notre réflexion se tourne autour des ports de plaisance, et on se dit ok, comment est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire autour des ports de plaisance? Évidemment, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est de faire la partie réservation de places de port, parce que l'ayant vécu nous-mêmes, trouver une place de port, c'est une tannée. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué, que les gens font. Ils sont obligés d'avoir une place de port parce que les bateaux sont pas autonomes, donc faut savoir que en général un bateau, notamment un bateau à voile, va aller faire une nuit au mouillage, 1 ou 2 nuits au mouillage, puis tous les 2 ou 3 jours va aller au port, faire le plein, ravitaillement d'eau, d'électricité, les courses, parce que bon, faut quand même continuer à manger. Et donc on se dit ok, il y a quelque chose à faire avec les ports. À l'époque, il n'y a pas vraiment de service de réservation qui existe. Il n'y a pas de digital. Il y a assez peu de digital. Ouais, exactement. Et du coup, il y a d'énormes frictions. On est obligé, je me mets dans la peau, là, t'es obligé de te rapprocher d'un ponton, de débarquer à la capitainerie, de demander s'il y a des places.
il y en a pas ou il y en a plus, ou c'est trop cher ou je sais pas quoi, et tu dois repartir et machin. Exactement. Donc la problématique principale dans le fait de trouver des places, c'est avant tout la disponibilité. C'est pas tant une question de prix, parce que les prix dans tous les ports sont à peu près similaires, on va dire. C'est avant tout une question de disponibilité. La problématique de l'utilisateur, c'est de dire, moi, si j'arrive au port, j'ai envie de profiter de ma journée au mouillage, parce que faut rappeler que la personne qui est sur son bateau va naviguer peut-être une semaine ou 10 jours dans l'année, en moyenne. Hein, donc la personne, elle n'a pas envie de passer son après-midi ou sa journée à trouver un port. Donc l'objectif, c'est de rester au mouillage le plus longtemps. Et puis, dans un monde parfait, à 17h, 18h, on a pris, on rentre au port, on va aller prendre peut-être l'apéro au port, ou on va peut-être voir le coucher de soleil, et puis ensuite on va rentrer au port. On a bien profité de la journée, et on veut aller peut-être dîner au restaurant au port ou quelque chose comme ça. Et donc les gens, ils aimeraient bien rentrer en fin de journée au port. Sauf que si on arrive à 17h, 18h, il y a plus de place. Souvent en été, hein, notamment, il y a plus de place. Donc ce que fait le plaisancier, c'est qu'il va s'approcher du port, prendre la VHF, et sur l'espèce de radio, à bord des oui, bateaux. Oui, c'est vrai. Et donc il va utiliser la VHF et demander en VHF au port, bon, est-ce que vous avez de la place? Oui, non. Et le port va dire, bah oui, j'ai de la place, non, j'ai pas de place. Sauf que la VHF fonctionne dans un rayon limité. Parce que les VHF sont pas ultra puissantes à bord des bateaux, donc c'est en fonction de la puissance de la VHF qu'on a plus ou moins qu'on capte plus ou moins loin, et donc les plaisanciers sont obligés de s'approcher, et donc sont obligés de faire de la route pour aller jusqu'au port. Et quand ils arrivent devant le port, c'est là où on leur dit, ah ben non, il y a pas de place. Donc moi j'ai déjà fait 1h30, 2 heures de route. Là j'arrive, on me dit il y a pas de place, et là il faut que je trouve une solution de dernière minute protégée en fonction des conditions météo. J'ai potentiellement et ça se finit au mouillage. Et ça se finit au mouillage. Donc, faut trouver un mouillage, mais j'ai peut-être pas fait de course, j'ai peut-être plus d'eau, j'ai peut-être plus d'électricité. Et donc, c'est un point de stress. Donc, on va dire que les vieux loups de mer, eux, ils sont habitués avec ce stress-là, mais il y a tout un pan de la population de gens un peu moins aguerris, peut-être un peu plus jeunes, des gens qui ont des enfants à bord, qui eux ont envie de cette sécurité, de dire non mais moi je sais que j'ai une place qui m'attend. Et le seul moyen pour ces gens-là, c'est avant Navigli, on va dire, c'était d'arriver au port à 13h, à midi, 13h, 14h, donc tôt dans l'après-midi, de prendre leur place, et une fois qu'on a pris sa place, on ne ressort plus du port. Si on sort du port, la place elle est redonnée. Donc une fois que je suis au port, j'ai ma place, je suis amarré. Donc ça veut dire que on profite pas complètement de son mouillage, sa journée au mouillage, et dans ce cas-là, on va aller visiter la ville, on va aller peut-être visiter la ville, faire ses courses, nettoyer le bateau. Mais c'est une expérience un peu différente. Et il y a des gens qui préfèrent être au mouillage, et qui veulent pas faire la course pour arriver à 14h au port. Et donc c'est de là qu'est partie notre idée, notre business model sur les ports. Donc vous avez rencontré combien de ports pour on a discuté, on a discuté avec, je pense, une trentaine ou une quarantaine de ports à l'hiver 2014. On finit par identifier 4 ports avec lesquels qui sont d'accord pour réfléchir à la solution qu'on pourra avoir ensemble sur la partie réservation. Faut savoir que sur les 30 ports qu'on rencontre, on a certainement 29 qui nous disent ça marchera jamais la réservation. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Personne ne veut faire de la réservation. Ni les ports ne le veulent pas, et les utilisateurs ne seront pas intéressés, et les utilisateurs qui ont des réservations ne viendront pas. C'est les gros trucs qu'ils identifient. Nous, on est toujours jeunes et toujours fous, donc on dit oui. Écoute, mais moi je pense autrement. On va tester quand même parce que de toute façon, il faut qu'on trouve un business model quand même pour Navigli. Donc là, c'est notre meilleure idée, c'est ça. Donc pour l'instant, on va quand même se lancer dans ça. Et donc on identifie 4 ports qui disent OK, on va travailler avec vous, on va essayer de réfléchir. Envoyez-nous vos interfaces, comment vous imaginez le process. Et c'est donc avec ces ports-là qu'on réfléchit à ça. Et en fait, on se rend compte que les pain points principaux pour les ports. Le premier, c'est le no-show. Donc ils ont des gens ils ont peur parce qu'aujourd'hui ils prenaient un peu de réservation par téléphone. Il y a beaucoup de ports qui arrêtaient de prendre des réservations par téléphone ou par email, parce que principalement ils prenaient des réservations par téléphone, et le plaisancier disait bah je viens ce soir à 18h. Il dit OK, très bien, je vous note la place. Et après le plaisancier il est pas engagé, donc il vient pas.
il s'en fout. À la rigueur, il a donné un nom de bateau. Peut-être qu'il sera mis sur blacklist, mais il y pense même pas, il y réfléchit pas. De toute façon, c'est pas centralisé. Et puis, il sait pas quand est-ce qu'il reviendra sur la zone. Donc, le plaisancier, ça l'inquiète pas. Et donc, je pense que les ports, à cette époque-là, ont quelques no-shows de réservation par téléphone, même si je pense pas que ce soit la majeure partie, parce que les gens, quand ils ont une place, ils sont contents d'y aller, c'est parce qu'ils voulaient aller au port. Donc, je pense que la majeure partie des gens allaient déjà dans le port et honorer les réservations, sauf que les no-shows marquent l'esprit du port et se dit non mais la réservation c'est l'enfer parce qu'on a toujours des gens qui viennent pas. C'est comme au resto, hein. Comme au resto, exactement. C'est pareil. Comme au resto, exactement. Et surtout qu'au resto, pareil, il n'y a pas de blacklist. Le restaurant, si vous rappelle. Vous êtes aujourd'hui le Sunday des ports. Vous facilitez ce moyen, exactement. Ce moment de réservation, de paiement, Et donc le conseil pour leur dire, ok, et ben on va prendre une empreinte de carte bleue. Si le plaisancier vient pas, on prend une pénalité. S'il annule au dernier moment, on prend une pénalité. Donc vous avez vos revenus qui sont garantis. Plus de friction. Et sachant que les ports qui sont des ports publics ne peuvent pas facturer de pénalité puisque ce n'est pas codifié dans le règlement du port. Il ne pouvait pas facturer ces pénalités aux plaisanciers. En revanche, quand ça passait par nous, le service c'était différent. Donc là ça fonctionnait puisque c'est nous qui facturions le plaisancier et qui reversions au port les pénalités. Donc là ça fonctionnait pour eux et ça leur permettait de dire surtout ok, le plaisancier il est engagé financièrement. Donc le plaisancier il viendra puisqu'il est engagé. Ça c'était le premier pain point. Le deuxième c'était sur lesquels on pouvait vraiment les citer, c'était sur les profils des plaisanciers puisque il y a beaucoup d'informations, donc il faut des longueurs du bateau, largeur du bateau, tirant d'eau, nom du bateau, immatriculation, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Et donc en fait ça c'était nous on collectait la donnée forcément dans l'application, c'est ultra simple et donc on faisait gagner du temps au port là-dessus. Et puis le troisième point qui était super important, c'était au lieu de le transformer aujourd'hui par téléphone, ça avait besoin d'être un peu du temps réel. Et nous, on arrivait à transformer le truc en asynchrone, c'est-à-dire que les plaisanciers, ils envoyaient des demandes et le port, il répondait quand il avait la réponse. C'est-à-dire que souvent, il y a des plaisanciers qui appellent le port à 9h du matin, à 10h du matin. Oui, bonjour, est-ce que vous avez une place pour ce soir? Et le port dit, moi, les gens, ils partent à midi. Donc avant midi, je sais pas. Avant midi, 13h, je sais pas. Tant que les gens sont pas partis, je sais pas si j'ai des places disponibles. Donc je peux pas vous répondre. Donc vous rappelez plus tard, ou donc je vous rappelle, ou je vous renvoie un email. Et donc le port passait son temps, sa matinée à prendre des appels. Et puis une fois qu'il avait pris les appels et qu'il avait dit aux gens de rappeler plus tard, il repassait son après-midi à prendre des appels pour confirmer les réservations ou à appeler. Donc en fait, c'est un travail la standardiste où la personne à l'accueil passait son temps au téléphone. Et là-dessus, nous on faisait gagner pas mal de temps parce que le plaisancier il envoyait sa demande. La demande restait en attente tant que le port il était pas au courant. Dès que le port il avait ses disponibilités. Dès que le port il avait ses disponibilités, il se connectait sur Navili et il allait répondre positivement ou négativement en disant oui j'ai de la place, ah non désolé j'ai plus de place. Et en 10 minutes, il répondait à toutes les demandes. Le plaisancier recevait une notification, un email, il avait sa réservation et il pouvait aller au port et donc il était content d'avoir sa réservation. Et donc ce côté asynchrone faisait vraiment gagner du temps au port, notamment parce que la personne qui gère la réservation, c'est la personne de l'accueil. Donc c'est aussi la personne qui fait les encaissements, c'est la personne qui répond au téléphone, c'est la personne qui répond aux emails. Et donc pendant que c'est assez régulier quand on appelle un port, d'être avec la personne à l'accueil qui vous dit ah j'ai quelqu'un qui vient d'entrer dans l'accueil, elle vous met en attente, elle répond à la personne, elle fait l'encaissement, elle vous reprend le téléphone. Donc c'est un call qui peut durer 15-20 minutes. Pendant ce temps-là, la ligne elle est occupée. Donc après ça demande des vraies équipes. Beaucoup de friction et de douleur dans tout ça. Est-ce que du coup le développement a été exponentiel? Qu'est-ce qu'il a fallu que vous fassiez vraiment pour est-ce que les ports se sont appelés et ont été prescripteurs les uns des autres? Est-ce que ce sont les utilisateurs qui arrivaient qui disaient au port mais vous avez pas Navili?
Ouais, alors pour réserver? c'est dans nos rêves, ça s'est passé comme ça. Dans nos rêves, ça allait se passer comme ça. La réalité est un peu différente. En 2015, donc on lance notre outil de réservation en 2015. On travaille à ce moment-là avec, on commence avec 20 ports. On commence avec 20 ports, principalement gratuitement, qui Sans commission. si je me souviens bien exactement, je crois Ou... on est vraiment sur un modèle de test pour les ports. Donc là, toi, tu continues à travailler? Tu fais quoi? Moi, j'ai quitté mon travail, je quitte mon travail en fin 2014. On se disait, ok, Ok, ok. faut qu'on se lance à fond là-dessus, faut qu'on se lance en full time là-dessus. Donc, je quitte mon travail, sauf que je quitte mon travail en Italie et donc j'ai pas de chômage. Donc moi, je vis sur mon argent que j'ai de côté. Et ce que je comprends aussi, c'est que dans votre activité, dans votre business, il y a une énorme saisonnalité. Ah Donc ouais, en gros, c'est 4 mois à fond les ballons, voire 2 mois. à peine. Il faut ramasser du cash pour toute l'année. Donc toi, Exactement. tu sais que tu dois tenir de fin 2014 à, si possible, fin 2016. Ouais, Fin été 2016. ouais, exactement. Donc moi j'ai pas de, moi je vis sur mes deniers, sur mon argent sur l'argent que j'ai de côté. J'ai eu la chance, j'ai un petit héritage qui tombe à l'été 2014, donc qui me permet de dire ok, j'ai 12 mois devant moi. C'est ça, j'avais après 12 mois de cash devant moi. En vivant comme un étudiant, hein, mais et donc ça me permettait de dire ok, on se lance à fond, on teste le projet à fond, on veut vraiment se lancer dans le truc. Donc on commence avec une vingtaine de ports, principalement en gratuit en 2015 ou qui payent pas grand chose, et on fait, je crois qu'on envoie 200 demandes de réservation dans les ports, et on fait genre 50 réservations. Donc un succès mitigé, Mitigé, ouais. un succès mitigé. Mais les Et, ports, les et utilisateurs à trouvent ça côté de bien. ça, pardon, à côté de ça, été 2015, les mouillages, ça continue encore Ouais, de popper? ça continue de monter. On continue d'avoir de plus en plus. Je crois qu'on atteint 10 000 utilisateurs à la fin de l'été 2015. Ok. Ça continue de bien monter. On atteint peut-être les 3000 spots. On était à 3000 spots à la fin de l'été 2015. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Et que 50 réservations. Et on fait que Et 50 réservations. Par contre, c'était quoi le problème? bah, alors le principal problème, c'est qu'on n'avait pas le réseau de ports. Parce Ouais. qu'on travaillait qu'avec une vingtaine de ports, alors que il y avait beaucoup de ports intéressants dans lesquels on travaillait pas. Ok. Donc ça, c'était le principal problème. Le deuxième problème, c'est que nous, on avait quand même assez peu d'utilisateurs sur l'application, donc il fallait convaincre les utilisateurs d'utiliser le truc. Il fallait chercher des nouveaux utilisateurs pour ça. Et puis il y avait une question de mœurs, dans le monde du nautisme où les gens n'étaient pas habitués à réserver comme ils pouvaient le faire pour un hôtel. Ils avaient tendance à directement aller au port et Ouais. puis ils se rendaient compte. VHF et hop. Ouais. Donc ils n'avaient pas le réflexe. Hmm. Et donc Fallait éduquer le marché. Ok. il y avait beaucoup d'éducation, exactement. Il y avait beaucoup d'évangélisation côté port et côté utilisateur, côté marché. Il y a vraiment une tonne d'évangélisation à faire. Mais on se lance quand même sur le truc. Et puis on a, ce qui est important, c'est que les utilisateurs qui réservent disent c'est fantastique ce système, c'est fou quoi. Et ils nous appellent en disant mais attendez, si je réserve avec vous, quand j'arrive au port, j'ai une place pour moi. Je dis oui, c'est le concept de la réservation. Tu réserves, t'arrives, t'as une place. Mais c'est genre la place, elle est réservée pour moi. Donc si j'arrive à 18h, 19h, la place, il me la garde. Oui, t'as réservé, donc t'as une place qui est pour toi. Et donc les gens étaient vraiment, c'était un concept un peu étrange de dire mais ça va fonctionner. Comment est-ce que vous faites? Les ports, ils sont pas du tout d'habitude, on peut pas réserver. Et donc on a dû Hmm. faire vraiment, il y a vraiment toute cette partie évangélisation, éducation qui était à faire. Et je vais te la raccourcir parce que ça fait quand même, tu vois, 7 ans qu'on est sur la partie réservation et on en parlait avec Benjamin là justement avant-hier où Benjamin a résumé la chose en disant la réservation c'est vraiment un peu comme Jésus-Christ, c'est la croix qu'on se porte depuis 7 ans où on s'est dit 100 fois non mais faut qu'on arrête, ça met un temps de fou et tout. Et aujourd'hui, on commence à vraiment avoir
un réseau de ports et on a le marché qui commence à avoir vraiment embrassé le côté réservation et qui comprend que ça fait gagner du temps, qui comprend que c'est pratique, qui comprend que ça leur coûte pas plus cher, parce que si l'objectif c'est pas que ça coûte plus cher pour le plaisancier, et donc mais ça nous a pris vraiment beaucoup de temps, quoi. C'est très très long, ça a été très très long. Heureusement qu'aujourd'hui on fait pas que ça. Donc aujourd'hui, juste avant de dire Le reste. le autres business model, Navily, c'est quoi en chiffres? En termes de sur la réservation ou en général? Collaborateurs, utilisateurs, CA. Aujourd'hui, Navily, on s'approche des 700 000 utilisateurs inscrits sur l'application. Donc on a fait vraiment des gros bons ces dernières années en utilisateurs inscrits, à peu près un peu plus de 700 000. Donc aujourd'hui, on est pour résumer, on a 700 000 utilisateurs inscrits, on a un peu plus de on a 12 000 marinas, 12 000 ports référencés sur l'application. Au niveau européen? Au niveau mondial. On a 18 000 mouillages référencés au niveau mondial aussi, mais avec une grosse concentration sur la Méditerranée et les Caraïbes. Et puis en termes de collaboration, on a un peu plus de 120 000 avis utilisateurs et à peu près 80 000 photos. Donc okay. ça fait de nous aujourd'hui le plus gros guide côtier au monde. On est le plus gros, on est le guide côtier qui a le plus d'informations. Et en même temps, vous étiez number one. Exactement. Vous étiez les premiers à vous lancer sur ce côté-là aussi. De plus, gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les guides côtiers, nos concurrents, c'était les guides côtiers papier. Hein. Les guides côtiers papier sont tous des guides payants, évidemment. C'est ce qui me paraît assez logique. Et non seulement on est sur un guide côtier qui est gratuit, on est sur un guide côtier qui est mis à jour en temps réel tous les jours par des utilisateurs. Faut savoir que cette année, on a quand même 45 000 nouveaux commentaires sur les mouillages et les ports. Donc c'est sur un total de 120 000. Donc on fait quand même une croissance, on fait plus 50% sur le nombre total d'avis, ce qui est gigantesque. Ouais. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens qui, peu importe le mouillage qu'ils regardent, il y a un avis qui date d'il y a 2 semaines, 3 semaines, que ce soit en Grèce, que ce soit en Croatie, en Espagne, au Portugal, aux Açores, hein, il y a toujours des nouveaux avis, il y a toujours des gens qui sont allés il y a pas très longtemps. Donc ça fait de l'information qui est très très fraîche. Et on a une granularité incroyable parce que le guide papier, lui, ne peut pas référencer tous les petits mouillages, parce que déjà c'est 1 ou 2 personnes qui font les informations du guide côtier, du guide papier, et que ça ferait des guides côtiers de 800 pages ou 900 pages que personne ne lirait, alors que nous, à l'avantage, on peut avoir ce point sur la carte, même s'il y a 2 avis dans le point, une belle photo, un commentaire sympa, ça permet aux gens de découvrir des points dans lesquels ils iraient peut-être jamais, en disant en fait, ce coin, il a l'air sympa. Et ça permet d'avoir l'information, parce que c'est peut-être un mouillage sur lequel il y a de la place pour 3 bateaux, mais si ça se trouve, c'est le meilleur mouillage pour ce soir, qui sera le mieux protégé, où il y a un petit bar sur la plage où on peut aller me grignoter quelque chose. C'est peut-être ce mouillage-là qui est tout petit et dont aucun guide n'aurait parlé, mais où nous, on peut avoir cette Et est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire justement sur cet aspect de place, c'est pas de la réservation de mouillage, mais c'est savoir s'il y a une place dispo. Ça c'est trop compliqué. Si, alors plus ou moins, c'est ça, pour parler de l'évolution de Navily et des choses qu'on a ajoutées, peut-être ce qui peut être intéressant sur comment est-ce qu'on a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a commencé Navily, c'était le TripAdvisor, c'était le côté TripAdvisor. En 2015, on a ajouté le côté Booking, et en 2020, on a ajouté plus une branche Waze sur Navily. Donc aujourd'hui, on a un peu un mix de ces 3 grands concepts-là. C'est-à-dire du routage. C'est-à-dire la communauté sur la carte. Et le fait de pouvoir échanger en temps réel avec la communauté. Oui, ok, la communauté, ouais. Et le fait de pouvoir les zones de danger. Le fait de pouvoir alerter les gens. Donc il y a sur cette partie Waze qu'on a ajouté que
qui est vraiment super utile. Aujourd'hui, on a le côté chat entre plaisanciers. Donc les plaisanciers peuvent s'envoyer des messages les uns les autres. Ce qui permet par exemple, ce qui pourrait te permettre à toi de dire, d'écrire à quelqu'un qui est allé dans un mouillage il y a 2 semaines et de lui dire est-ce qu'il y avait bien un bar sur la plage où je peux aller manger, poser la question et la personne va te répondre ou pas, mais souvent les personnes répondent. Et le deuxième point de ça, c'est qu'on voit les plaisanciers connectés sur la carte, donc on est capable de dire je vois qu'il y a 3, 4, 5 bateaux dans ce mouillage là, donc il y a du monde. Mais je peux aussi envoyer un message à un de ces gars-là en disant est-ce qu'il reste de la place? Quelles sont les conditions au mouillage? Est-ce que tu penses que je peux venir ou pas? Et les plaisanciers, nous ça nous est arrivé plusieurs fois avec Benjamin en Corse, notamment en 2020, où en remontant la côte de la Corse, on cherchait un mouillage qui était bien protégé et on envoyait des messages à 2, 3 personnes en mode je vois que t'es au mouillage là, comment sont les conditions, est-ce que c'est bien? Et la personne nous répondait en disant écoute, je suis parti il y a 2 heures, mais il y a 2 heures c'était bien, il y avait de la place, donc tu peux y aller tranquillement. Et les gens sont contents, sont super contents d'entraider là-dessus. Donc c'est vraiment la communauté. Ouais, c'est pousser le côté communautaire. En fait, c'était comment est-ce qu'on pouvait développer des outils sur la base des utilisateurs qu'on avait, comment est-ce qu'on pouvait développer des outils pour vraiment profiter de cette communauté et faire profiter à toute la communauté du fait qu'il y ait autant de gens sur Navili. Et donc ce côté chat entre plaisanciers était super important. Et là-dessus, on a ajouté une notion d'alerte pour permettre aux gens de dire, de mettre des alertes sur la carte en disant attention, il y a des méduses. Attention, il y a une mauvaise météo, ce qui permet à tous les gens de voir que attention, ce coin-là, faut pas y aller parce que c'est le bordel, c'est mauvais. Ou le mouillage est plein de méduses, donc faut pas y aller parce que tu vas pas pouvoir se baigner avec les enfants. Ça évite ça évite les risques, ça réduit les risques. Et aujourd'hui, du coup, ce qui est payant, ce qui amène du cash, c'est toujours uniquement que le booking? Non, aujourd'hui on a 3 business models principaux, justement parce que le booking a mis du temps à se développer. Aujourd'hui, on a 3 business models principaux. On a la partie booking qui est un point qui est évidemment un point central de Navili. Plus gratuit. Voilà, qui est exactement. On a essayé, je crois qu'on a essayé 5 ou 6 business models différents sur le booking, 5 ou 6 formes de business différents entre de la commission, du prix fixe, faire payer le port, faire payer l'utilisateur, tout gratuit. On a essayé pas mal de trucs. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le port qui paye. Qui s'abonne. C'est le port qui s'abonne exactement et qui paye une commission, sur les réservations. Parce que le port gagne beaucoup de temps et qu'on apporte plus de business et que le port gagne en visibilité et qu'on lui fait gagner du temps, du temps et de la visibilité. C'est ça qu'on vend. Les 2 autres lignes. Les 2 autres lignes, c'est on a une ligne de publicité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a vous avez aujourd'hui beaucoup de monde quand même. On a aujourd'hui beaucoup de monde. On a une cible qui est très qualifiée et qui est de qualité. C'est-à-dire que les gens qui utilisent Navili sont pas des gens c'est pas des badauds qui aiment bien les bateaux, c'est avant tout des gens qui font du bateau. Parce que si je suis sur Navili, c'est que je cherche un mouillage ou un port et que donc je vais faire du bateau. Donc c'est vraiment les marques qui cherchent à viser les gens qui font du bateau. Elles savent que si elles vont sur Navili, elles toucheront que des gens qui font du bateau. Et donc ça a été lancé il y a combien de temps? Ça a été lancé en 2020. Toute petite année 2020, merci Covid. Donc toute petite année 2020, mais on a quand même lancé ça. Et aujourd'hui ça doit être pas mal. Aujourd'hui c'est une bonne ligne. Après la publicité c'est pas facile, c'est une ligne de business qui est pas facile, qui est difficile à évaluer dans le savoir comment ça peut se projeter. Mais par contre il y a des marques qui sont vraiment intéressées par ça parce qu'aussi il y a un côté ils aiment beaucoup la marque Navili, ils aiment bien s'associer avec la marque Navili qui est très familiale un peu, qui est bien vu dans le monde du nautisme. Et puis le troisième business model qui est pour nous super important, c'est Navili Premium. Donc c'est-à-dire un abonnement pour les gens qui utilisent l'application qui leur permet d'avoir des fonctionnalités en plus qu'on a imaginé pour des gens qui naviguent un peu plus. Dedans on a le mode offline qui permet de télécharger des parties de la carte et toutes les avis, notamment des gens qui naviguent à l'étranger, qui ont une quantité de data limitée sur leur téléphone et qui veulent pouvoir accéder plus facilement aux données, même quand ils sont en mer, en pleine mer ou même quand ils sont pas Internet. On a la partie filtre sur la carte qui permet par exemple de dire ok, je ne veux voir que
les ports avec Vraiment du Wi-Fi, du fuel et de l'électricité par exemple, parce que tous les ports une sont pas partie forcément bien équipés. intelligence, Exactement. une partie intelligence au top. Et j'imagine aussi pour eux, il n'y a pas de pub. Et voilà, pas de pub pour les premiums. Et puis on a la partie, on a du calcul d'itinéraire entre deux points. Donc je peux dire ok, je pars de Nice, je veux aller à Antibes. Quel est mon itinéraire? Combien de temps ça me prend d'aller d'un point A à un point B? Et la dernière, donc là on en a quatre. Et la dernière, c'est la partie météo. Qui est un point super important pour les plaisanciers et sur lequel on a essayé d'innover. La météo, faut savoir que, comme j'ai expliqué, le problème principal qu'il y a eu en 2013, quand on était à bord du bateau, c'était un problème de météo. La météo avait changé, la météo avait tourné, on l'avait pas prévu, on l'avait pas vu, et on n'avait pas vu qu'à un moment, ce mouillage-là ne serait pas protégé de la météo et serait dangereux pendant la nuit. Si on avait ça c'est un concept qui est pas facile à comprendre pour les gens qui font pas de bateau, donc je vais essayer de bien l'expliquer. C'est très important. Et c'est vraiment la clé du mouillage. Quand il y a une chose principalement qu'on regarde quand on va regarder un mouillage, c'est la météo, c'est-à-dire que l'objectif c'est de trouver un mouillage qui va me protéger du vent et de la houle. Et de la houle, qui n'est pas exposée. Voilà, qui n'est pas exposée pendant toute la durée du moment où je vais rester au mouillage. C'est-à-dire que ça peut être le déjeuner, mais souvent c'est toute la nuit pour les gens qui cherchent à dormir au mouillage. Et donc, à partir de ce moment-là, le vent et la houle peuvent être plus ou moins forts. Ils peuvent venir de directions différentes. Donc, par exemple, je peux avoir 15 nœuds de vent et ces 15 nœuds de vent viennent du sud et je peux avoir une houle qui vient de l'est. Dans ce cas-là, il faut que j'ai un mouillage qui soit protégé et du sud et de l'est. Et le vent et la houle tournent. Donc, dans la nuit, alors, ils tournent pas sur eux-mêmes toutes les heures, hein, mais ça peut varier. On va avoir une tendance, mais on va dire que pendant la nuit, on peut avoir une houle qui va se renverser et qui va passer du sud au nord par l'ouest. Ou on peut avoir un vent qui va passer de l'est au nord. Et donc, à partir de ce moment-là, pour trouver le bon mouillage, il faut regarder toutes les prévisions météo du coin et réfléchir et trouver le bon mouillage qui sera protégé à toutes les heures des différents points. Ce qui est un travail qui est long, qui est fastidieux. Scientifique, méthodique. Qui est méthodique, exactement, parce que le vent, il peut tourner, mais il peut aussi faiblir ou il peut monter. Donc la houle, pareil pour la houle, on peut avoir 5 cm de houle et puis avoir 50 cm de houle 3 heures plus tard. Pourquoi? Parce que le vent est rentré au large, quelque chose comme ça. Donc il y a plein de paramètres à regarder qui sont très complexes, qui sont simples quand on les prend un par un, mais qui, quand il s'agit de regarder entre 10, 15 mouillages différents sur une période avec des prévisions toutes les 3 heures, donc sur sur 6 ou 7 prévisions, l'évolution de ça, c'est super compliqué. Et une personne, le capitaine, il prend des risques, il a toute sa famille, il a son bateau, le bateau ça coûte de l'argent, il y a l'assurance certes, mais on n'a pas envie de se retrouver sur les cailloux. Le risque principal, c'est ça, c'est l'ancre dérape. Comme en 2013, le bateau à côté de nous, l'ancre et la chaîne commencent à glisser sur le fond, dérape et potentiellement à un moment lâche. Et là, tout le bateau se retrouve à reculer. Donc, soit on se retrouve au large, ce qui est à la rigueur la meilleure chose qu'on puisse se souhaiter dans ce cas-là, soit on se retrouve sur la plage, sur les cailloux, sur d'autres bateaux. Et donc, dans ce cas-là, les risques sont quand même élevés. Et donc, pour aujourd'hui gérer toutes ces fonctionnalités, ces 700 000 users. Vous êtes combien chez Navily? Aujourd'hui, on a environ une quinzaine de personnes. On a un peu c'est quand même très peu. C'est pas gigantesque pour gérer. Non, exactement. C'est souvent on a des utilisateurs qui nous disent mais c'est incroyable. Je pensais que vous étiez une centaine de personnes chez Navily pour gérer tous les mouillages, le blog, les newsletters, la modération. La modération c'est un gros sujet. Mais cet aspect scientifique c'est de la tech qui le gère ou et cet aspect scientifique non cet aspect scientifique c'est nous qui le gérons avec Benjamin. On comprend bien ce que les plaisanciers cherchent à faire. D'ailleurs on essaye de notamment sur la partie météo, on a essayé de le transformer en algorithme pour dire, parce que pour un ordinateur, c'est super simple à faire. Et donc, on a dit, OK, comment est-ce qu'on peut envoyer tous les paramètres météo et tous les paramètres du mouillage pour que l'ordinateur mouline et réfléchisse à
quel est le score de recommandation de ce mouillage. Et donc c'est là-dessus c'est ça qu'on a développé, qu'on a ajouté dans Navigli Premium et qui permet d'avoir un score de recommandation, une courbe de recommandation du score sur 72 heures et de dire voilà comment le mouillage va évoluer, voilà comment les choses vont avancer pendant la nuit, et ça permet aux plaisanciers vraiment en un clin d'œil de dire ce mouillage là il est bien pour cette nuit, ce mouillage-là, il est à éviter parce que je vois qu'à 3 heures du mat, les conditions sont terribles, et si j'avais pas eu Navigli, il m'aurait fallu 2 heures pour comprendre ça, alors que là, vraiment, on le comprend en quelques minutes, en quelques clics, quoi. Ça rentre vraiment dans notre esprit de dire, on essaye de fournir des outils qui simplifient la vie du plaisancier quand il navigue. Comment est-ce qu'il se sent en sécurité? Comment est-ce qu'il a accès aux bonnes informations? Parce qu'il y a aussi le risque de dire, si je suis la navigation c'est fatigant, on est dehors, on est au soleil, c'est faire 3 heures, 4 heures de bateau à voile, ça peut être fatigant. Et donc si après je fais un choix en étant fatigué, en n'étant pas attentif, je peux rater un paramètre et mettre ma famille en danger. Et donc l'objectif c'est vraiment de dire non, regardez là vous avez toutes les infos et vous faites des décisions qui sont faites en sécurité avec les bonnes infos. Ouais, depuis le début, là, ça va faire 1 heure. Je comprends vraiment que le vrai engagement, c'est ce côté sécuritaire. La mer, ça pardonne pas. L'été, on peut pas prendre ça à la légère. Est-ce que tu as une idée de la part peut-être des plaisanciers qui font de la voile ou d'autres plaisanciers type plutôt moteur? Et est-ce que tu as une idée moyenne de la longueur du bateau, tu vois, de savoir s'il y a des petits ou quelques gros quand même qui vous utilisent? On regarde souvent il y a un côté un peu fier, tu vois, fierté de regarder quelle taille de bateau, jusqu'à quelle taille de bateau avec quelle taille de bateau on travaille. Le marché il est un peu particulier parce qu'on a aujourd'hui, je crois que c'est environ 80% de bateaux à moteur de moins de 10 mètres. Voire même peut-être de moins de 8 mètres. Donc c'est vraiment un marché qui est très concentré sur le petit bateau de pêche, de petite plaisance qu'on voit, parce que forcément c'est les embarcations qui sont immatriculées, hein, donc entre 4 et 8 mètres, il y a vraiment une grosse quantité de bateaux. Nous, chez Navigli, on est quand même plus sur une application qui est utilisée par des gens qui naviguent plus loin. On a une majorité de voiliers, ce qui est pas représentatif du marché. On a environ 50% de nos utilisateurs qui sont entre 10 et 15 mètres, en bateau entre 10 et 15 mètres. Donc ce qui commence à être des beaux bateaux. Et après, on va avoir un 10-15% de plus de 15 mètres. Et pour te donner une idée, on comptait qu'on a environ 6000 bateaux de plus de 18 mètres. Ce qui fait quand même une grosse partie du marché des bateaux de plus de 18 mètres. Le plus gros bateau qui a envoyé une demande d'escale cette année, c'est un bateau de 60 mètres. Donc 60 mètres, ça commence à faire des très 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 gros bateaux. et je crois que malheureusement il a pas réussi à réserver avec nous. Et je crois que le plus gros bateau qui est réservé avec nous cette année, c'est 40 mètres. Ce qui fait aussi un bateau gigantesque, parce qu'on parle de bateaux à plusieurs dizaines de millions peut-être. Plusieurs dizaines, ouais. Et en voilier quand même? Ouais. Alors non, ça c'est des moteurs. Sur ces dimensions-là, c'est des yachts, c'est des moteurs. Le jeu. Après, on a des gros, les plus gros voiliers avec lesquels on travaille, certainement du 30-35 mètres, ce qui est déjà aussi des. C'est déjà énorme, hein. Des voiliers. Les ultimes sur la route du Rhum font 32-33 mètres. Ouais. Après, ils vont un peu plus vite que nos voiliers. C'est ça. Sur la route du Rhum, ils n'ont pas le temps de réserver. Non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le droit non plus. Peut-être qu'on pourrait leur réserver un port d'arrivée. On pourrait peut-être leur réserver le port d'arrivée, mais le problème c'est que ils arrivent, ils risqueraient d'arriver avant d'avoir la réponse du port, ou pour certains, on ne sait pas trop quelle est la date d'arrivée, donc faudrait avoir une flexibilité dans la date d'arrivée importante. Et justement sur cet aspect peut-être donc yachting, plaisance au moteur, plaisance peut-être plaisancier on va dire du dimanche. Est-ce que vous avez des moyens de sensibiliser, de réaliser des actions
pour faire attention à certains mouillages, à certaines zones à risque, pour essayer euh, de protéger, de faire attention à certaines parties qui vous êtes totalement vous êtes peut-être en amont de savoir là il y a une trop grande fréquentation, une trop grande la saison dernière on a eu plusieurs commentaires. Est-ce que vous avez cette capacité là de récolter cette donnée là et sensibiliser du coup les plaisanciers? Je pense que alors on a cette capacité-là, et en dehors de cette capacité, je pense qu'on a surtout ce devoir-là de faire de l'éducation sur cette partie-là. C'est un sujet c'est un sujet qui est relativement récent. Bien sûr. On voit qu'il y a quand même une évolution des mœurs autour de l'environnement, autour du respect de l'environnement, et c'est super de voir que ça commence à réfléchir à ça. Le gros sujet le plus touchy sur la plaisance, c'est la posidonie. Qui est protégée aujourd'hui, qui est protégée, je pense, au niveau mondial. C'est quoi, pardon? Alors la posidonie, c'est une plante. Souvent on a l'impression que c'est des algues au fond de la mer. C'est ces mattes qu'on voit au fond de la mer. Donc si vous plongez, vous voyez des mattes, des herbiers, ce qu'on appelle des herbiers de posidonie. C'est une plante qui est ultra importante parce que elle capture beaucoup de CO2 et elle relâche de l'oxygène. Donc on l'appelle un peu le poumon de nos océans. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est aussi important que la forêt amazonienne, si ce n'est plus important que la forêt amazonienne, je crois, en termes de volume de CO2 capté et d'oxygène libéré. C'est une plante qui vit entre 0 et entre 1 et 30 mètres de profondeur, donc qui est côtière. Qui est côtière et qui est là où les ancres arrivent. Exactement. Potentiellement. Exactement. Et donc c'est une plante auquel on n'a pas du tout fait attention pendant des décennies. On n'a jamais trop fait attention. On a laissé libre les bateaux se mouiller un peu où ils voulaient. Et puis il y a eu des études ces dernières décennies qui ont dit attention, on est en train de tuer l'herbier, on est en train d'abîmer l'herbier. Il faut commencer à le protéger. Et donc il y a eu cette évolution. Sur les 20 dernières années, il y a eu une prise de conscience au niveau européen, au niveau environnemental, avec la mise en place de plus en plus de mouillage sur bouée. Donc, c'est-à-dire que les zones qui sont dangereuses, où il faut réduire le nombre de plaisanciers qui viennent, il faut réduire la pression. Exactement, il y a une vraie pression. Dans ces zones-là, ils installent petit à petit des bouées. Ils ont des mouillages, des ancrages pour les bouées écologiques. Donc c'est-à-dire que soit l'ancrage c'est percé au fond dans le fond marin et ensuite et donc sans abîmer l'herbier, ce qui permet d'avoir des bouées. Ensuite le plaisancier avec son bateau vient simplement s'amarrer à la bouée et ça évite de jeter l'ancre. Il y a deux problèmes principaux avec l'ancre. C'est l'ancre elle-même qui peut retirer l'herbier, mais c'est aussi la chaîne qui en fait quand le bateau va tourner avec le vent autour de sa chaîne, la chaîne elle va racler le fond et donc peut arracher des herbes. Et il faut savoir que l'herbier pousse à une lenteur plutôt terrible. C'est vraiment ça évolue très très lentement. Donc quand on détruit un herbier de posidonie, quand on retire 1 mètre carré d'herbier de posidonie, c'est des dizaines d'années avant que ça repousse. Donc c'est même pas quelque chose qui repousse en 2 ou 3 ans, c'est quelque chose qui repousse sur des décennies. Et donc la pression est beaucoup plus forte que ce que l'herbier peut encaisser. Donc c'est pour ça qu'ils mettent des bouées. Les bouées sont souvent payantes. Donc il y a un peu un combat entre le plaisancier qui dit oui mais la mer ça doit rester un espace libre. Pourquoi est-ce que je commence à devoir payer partout où je vais, je dois devoir payer. Il y a un peu l'excuse de dire le gouvernement il veut tout le temps avoir les mains dans nos poches, il cherche à nous taxer partout où on va, il y a plus de liberté. Bon, il y a toujours ces discours là, mais les gens se rendent pas compte non plus de l'importance de l'herbier de posidonie
et il y a vite aussi ce combat entre les gens qui sont sur la mer et les gens qui sont à terre, où les gens qui sont à terre ont l'impression que ceux qui sont en mer sont ceux qui polluent. Et sont ceux qui jettent par-dessus bord. Oui, mais sont ceux aussi qui jettent par-dessus bord les plastiques, les bouteilles. Alors qu'en réalité, ceux qui sont sur les bateaux sont les premiers affectés par les plastiques dans l'eau, parce que c'est ceux qui sont sur les bateaux, c'est ceux qui nagent le plus souvent, c'est ceux qui sont ils ont pas envie que leur bateau soit entouré de plastique, de polystyrène et de canettes et de choses comme ça. Donc c'est des gens qui font par définition attention à leur environnement autour d'eux. Mais c'est vrai que la Posidonie, c'est sous l'eau. On a l'impression que c'est de l'herbe, on a l'impression que ça pousse, qu'il y en a un peu partout et que donc c'est pas forcément risqué. Et donc il y a de l'éducation à faire sur cette partie-là. Nous on en fait on en fait beaucoup au niveau communication sur notre blog, dans nos newsletters. On a je pense que dans toutes nos newsletters, on a un volet nature, écologie, environnement. On a beaucoup parlé des animaux marins ces dernières années. On a parlé de dauphins, on a parlé de baleines, on a parlé de requins, de tortues, de comment approcher certains animaux, comment justement éviter. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'approche d'un animal pour éviter de gêner l'animal? Comment est-ce qu'on peut observer certains animaux? On a fait pas mal d'évangélisation en termes de communication sur la partie Posidonie, pour expliquer quelle est l'importance pour l'environnement, pourquoi est-ce qu'on doit faire attention à la Posidonie, et donc on fait cette partie communication, mais cette année, je pense qu'on va aller plus loin dans l'application. Notre objectif, c'est d'aller plus loin et de pouvoir identifier facilement dans l'application quelles sont les zones où il y a de la Posidonie et quelles sont les zones à éviter, parce que c'est pas forcément évident. On identifie déjà les types de fonds dans Navili, donc on est capable de dire s'il y a des algues ou s'il y a du sable, et le plaisancier le sait en amont. Mais c'est très difficile de savoir, est-ce que c'est 80% de sable ou est-ce que c'est 10% de sable et il y a une petite tache de sable dans laquelle 3 bateaux peuvent tenir, mais tout le reste c'est de l'herbier. Et donc je pense qu'il faut on a une partie, on a un devoir d'évangélisation là-dessus pour et notamment de remettre l'information sur la Posidonie dans l'application pour que les plaisanciers qui sont pas au courant sachent. Et c'est un exercice de répétition. Il faut le rappeler. Il faut pas attendre que le plaisancier aille chercher l'information. Il faut l'amener l'information, lui mettre l'information sous les yeux pour que tout de suite le plaisancier dise. Il y a plein de plaisanciers qui disent oui, moi je m'en fous, je jette l'ancre là où il y a de la place. Mais avec avec le temps. Avec la répétition, ça va rentrer. Exactement. Bien sûr. Avec le temps, ça rentre. Il y a je me souviens quand j'étais petit, il y avait des campagnes de publicité à la télé pour dire de couper l'eau du robinet quand on se brossait les dents. Ça paraît idiot aujourd'hui. Je pense pas qu'on fasse qu'il y ait des campagnes de publicité comme ça. Et ça nous paraîtrait idiot de laisser le robinet couler quand on se brosse les dents aujourd'hui. Mais la preuve, c'est qu'il y a 30 ans, c'était pas quelque chose qui était évident pour les gens, et donc je pense que c'est pareil. Il faut répéter, il faut éduquer. Au fur et à mesure, ça rentre dans l'esprit. Si ça marche pas auprès de l'ancienne génération, ça marchera pour les nouvelles générations, et au fur et à mesure on améliorera le respect de l'environnement. Donc là-dessus, je pense qu'on a un devoir en tant que natif. Comment ça se passe l'hiver? Qu'est-ce que vous faites? T'as raison, c'est une bonne question ça. Tu l'as mentionné au début du podcast sur la partie saisonnalité. C'est vraiment t'as dit au début, il y a 4 mois, et puis après t'as dit en fait il y a peut-être 2 mois, et en réalité il y a 6 semaines. Il y a vraiment voire même 4. Il y a un 15 juillet, 15 août qui est un pic gigantesque pour nous, notamment sur la partie réservation, sur la partie avis aussi. C'est vraiment un rush fou sur juillet et août. Donc il faut pouvoir encaisser le rush, mais il faut pouvoir aussi s'occuper en hiver. Et on a l'avantage en fait d'avoir des équipes, j'ai envie de dire, pluridisciplinaires chez Navili, avec en fait on a toutes les équipes qui s'occupent en hiver des partenariats avec les ports. Donc ça sert à rien de demander d'appeler un port en juin ou en juillet pour lui dire de rejoindre Navili, parce que
il est en pleine saison, il dit bah écoute, on verra ça à la rentrée, on verra ça. Là, je suis en pleine saison, je vais pas changer mon truc maintenant. Donc il faut donc la gestion des partenariats avec les ports se fait en hiver, se fait entre octobre, fin octobre, on va dire, et au 15 mai, tu vois. Début. C'est-à-dire que tu finis de signer les contrats en mai, juin, mais c'est des gens avec qui tu as déjà discuté depuis 3-4 mois. Donc il faut contacter les ports, il faut discuter avec les ports en hors saison. Donc on a toute une équipe qui s'occupe de ça, et c'est cette même équipe qui l'été gère la partie réservation, puisqu'on a le pic de réservation à ce moment pendant l'été. On s'occupe plus d'aller signer des nouveaux ports. Par contre, on s'occupe d'appeler les ports pour leur dire je sais pas si tu as vu, tu as une réservation qui est arrivée ce matin, il te reste 2 heures pour y répondre, est-ce que tu l'as vu? Et donc on a une gestion de ces réservations. Aujourd'hui, je te disais qu'on avait à peu près 12 000 ports sur l'application, mais on travaille avec environ 700 ports. Il y a 700 ports qui sont partenaires avec nous sur la partie réservation. Donc tous les ports ne sont pas réservables, mais il faut quand même gérer ces 700 ports sur à peu près une dizaine de pays. Donc on parle, on a une équipe internationale, hein, et il faut appeler. Parfois il faut appeler le plaisancier en lui disant le port t'a envoyé une offre, parce que si on n'avait pas le tarif ou si le tarif est différent, le port peut envoyer une offre. Donc on appelle le plaisancier, on appelle le port, on passe vraiment notre journée à faire ça, à gérer les réservations. Et donc on a l'équipe qui switch comme ça. Et on a vraiment. Donc on passe l'hiver à signer des partenariats avec les ports, trouver des annonceurs pour la partie publicité évidemment, et préparer les nouvelles fonctionnalités pour l'été prochain. Donc là, en ce moment, le rush, c'est vraiment de dire on est en plein mois de décembre, c'est qu'est-ce qu'on va développer pour l'été prochain, qu'est-ce qu'on veut lancer comme nouvelle fonctionnalité. Ça passe par des questionnaires auprès de nos plaisanciers pour comprendre ce qui les intéresserait, ce qu'ils aimeraient avoir, de la réflexion évidemment, du design, du prototyping, des choix. Malheureusement, il faut dire ça, j'aimerais bien le faire, mais on n'aura pas le temps de le faire. Et faire ces choix-là, c'est toujours quelque chose qui est très difficile, et parce qu'on a envie de tout faire. Mais on passe l'hiver à réfléchir et à développer une nouvelle fonctionnalité avec l'objectif qu'elle soit prête pour la saison suivante, et que ça soit le plus utile pour la saison suivante, sachant que avec la saisonnalité, on n'a pas le droit de se planter. C'est-à-dire que si quelque chose est lancé au 15 août, bah c'est comme si on l'avait lancé au 15 août de l'année d'après, parce que c'est comme si on l'avait lancé au 1er mai de l'année d'après. Donc il faut la difficulté, c'est vraiment ce côté de dire on peut pas être en retard, on peut pas avoir 3-4 semaines de retard comme peuvent se permettre la majeure partie des boîtes qui ont pas cette cyclicité et qui disent oui, bah si c'est pas lancé en mai et que c'est lancé en juin, et bah c'est pas grave, ça fera le business en juin. Nous, si c'est pas lancé en juin et que c'est lancé en juillet, on a perdu, c'est foutu, 30 ou 40% du potentiel de la fonctionnalité. Et donc aujourd'hui, tous les collaborateurs, là, l'équipe, elle est à Nice? Où il y a du remote? On a été avec une équipe 100% niçoise pendant très longtemps. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont en remote. Une personne qui est à Montpellier, une personne qui vient de déménager à Barcelone. Donc c'est relativement récent. Par contre, avec le Covid, on a vraiment revu notre copie sur la partie home office, parce que c'était indispensable déjà pendant le Covid. Et puis qu'on s'est rendu compte qu'on a vraiment une équipe qui a été super open sur cette partie-là, et qui a super bien bossé même pendant le Covid, même pendant les mois difficiles. Qui a vite trouvé le rythme, qui a été responsable, et on s'est rendu compte que tout le monde bossait très bien de chez eux. Donc on a toujours un bureau, on a toujours la même taille de bureau qu'avant. On a des gens qui viennent, une partie des gens qui viennent super régulièrement parce qu'ils aiment bien venir au bureau, ils aiment bien l'atmosphère, ils aiment bien le fait de retrouver du monde. Et on a une partie des gens qui aiment beaucoup travailler à la maison et qui travaillent, même s'ils habitent à 10 minutes du bureau, préfèrent travailler à la maison, leur confort. Et dans ce cas-là, ils viennent un peu moins régulièrement, peut-être 1-2 jours par semaine. Et du coup, vous avez fait une ou plusieurs levées de fonds, je sais plus. Alors on a fait l'historique, c'est qu'on a fait une levée Love Money en 2015. C'est ce qui nous a permis après la saison 2015 de
continuer à développer Navily jusqu'à l'été 2016, ouais. Exactement, jusqu'à au moins l'été 2016. Et puis ensuite, ça nous a permis de débloquer quelques financements pendant sur 2016, et ça nous a permis de tenir jusqu'en 2018. Et notre première vraie levée officielle avec des business angels et un fonds régional ici, c'était en juillet 2018, où on lève 800 000 euros. Qui est aujourd'hui notre principale levée. D'ailleurs, on a fait des bridges avec avec nos investisseurs avec actuels, fonds, okay. avec notre comité actuel, pour pouvoir continuer, notamment survivre pendant le Covid. Il y a vraiment eu une belle croissance de Navily sur les dernières années, et donc on sentait qu'on était vraiment c'était le moment où il fallait continuer. On pouvait accélérer, on pouvait faire mieux, et c'était donc le board était d'accord pour suivre et financer quelques mois de plus, le temps de tenir avant peut-être une prochaine levée. Et là aujourd'hui on s'approche de la rentabilité, donc on n'a plus besoin. On pourrait vivre sans lever. L'objectif de potentiellement aller lever, c'est premier quand même. C'est de rester premier. C'est d'accélérer, quoi, de dire ok, on peut faire plus, on peut aller plus loin, on peut aller. Aujourd'hui, on est quand même principalement en Europe, donc on a peut-être un attrait à aller voir la partie le marché américain, le continent américain, qui est un continent très différent du continent européen, notamment de la mer Méditerranée. Mais qui reste forcément un énorme marché, quoi. Donc il y a certainement des choses à faire là-bas, et je pense qu'on peut pas attaquer le marché américain avec un budget avec 200 000 euros de marketing. Il faut y aller avec faut être massif. Faut sortir les big guns. Le chéquier. Ouais. Et aujourd'hui, comment vous organisez du coup, surtout avec le duo, votre duo avec Benjamin? En gros, c'est quoi une semaine pour Edouard, c'est quoi une semaine pour Benjamin? À peu près. On a des rôles assez bien répartis qui ont pas trop bougé depuis, qui ont d'ailleurs même pas du tout bougé depuis le début. À savoir que Benjamin s'occupe de toute la partie de toute l'équipe commerciale, donc pour la partie pub, les relations avec les ports, la gestion des réservations et compagnie, qui est quand même un des gros boulots chez Navily, parce qu'il faut parce que voilà, sans vente la boîte suit pas. Donc et puis c'était aussi son affinité à la base, hein. Lui était commercial à la base, donc il comprenait bien cette partie-là, et il gère bien cette partie-là. Et moi, je m'occupe de toute la partie communication et la partie développement. Donc on va dire je chapeaute ces deux sections-là, en définissant les grands axes de communication et les budgets, la stratégie de communication, vers quoi est-ce qu'on se dirige. Je suis très bien aidé par Yvan chez nous, qui s'occupe de ça et qui est responsable notamment du Poulpe. Le Poulpe, c'est notre newsletter mensuelle ou bimensuelle en été, qui abreuve nos plaisanciers, et c'est marrant parce que c'est une marque qui est reconnue dans le monde du nautisme, avec des gens qui disent ah, mais c'est toi le Poulpe, c'est toi qui as le Poulpe. Vous l'avez lancé quand, ça? On l'a lancé. Alors la newsletter elle a été lancée dès le début de Navily, je pense peut-être en 2015, et le Poulpe, l'idée du Poulpe, ça a été créé par une de nos stagiaires à l'époque, qui s'appelait Marie, avec qui on réfléchissait, et on a trouvé le petit icône du Poulpe sur iOS. Tu sais, il y a un petit Poulpe qui est rigolo, qui est mignon, et qui aujourd'hui est en en-tête de toutes nos newsletters, et qui fait rire qui fait sourire beaucoup de gens, même à l'étranger, avec notamment nos concurrents américains avec qui je discute de temps en temps, qui me disent alors c'est The Octopus en anglais, et qui me disent que j'adore lire vos newsletters, elles sont trop bien, le petit octopus et tout, ça les fait toujours rigoler. Donc là il y a le newsletter de Noël qui part notamment dans quelques heures, avec notre Poulpe qui a un chapeau de Noël et des gants et des mitaines, et qui vient porter les cadeaux. Génial. Donc on a donc ça, c'est toute notre partie communication. Et puis après, sur la partie tech,
on a la réflexion des fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, c'est un truc qu'on adore avec Benjamin. Donc c'est vraiment, la partie idée, elle est vraiment, elle vient vraiment de Benjamin et moi, où on se dit, ok, qu'est-ce qui nous excite, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on trouverait vraiment super cool à faire, et là-dessus on est toujours, on s'entend bien, on aime beaucoup en parler, et donc on passe pas mal de temps à réfléchir aux nouvelles fonctionnalités, à dire ok, la grande idée c'est ça. Ensuite, c'est traduit moi je m'occupe de faire les grandes lignes du brief, et puis ensuite j'ai mon équipe, notamment avec Thomas qui est responsable de projet chez nous, qui s'occupe de gérer tous les développeurs, de s'assurer que chacun fait bien son travail et qu'on essaye de le faire dans les temps. Et aujourd'hui, c'est en interne. Ouais, aujourd'hui c'est en interne. Ouais. Alors ça a pris vraiment beaucoup de temps. Ouais. Tu nous en as parlé. À internaliser, ça a vraiment pris beaucoup de temps. On a commencé à internaliser en 2018-2019 avec en 2019, on a une développeuse en interne chez nous. Donc pour une boîte qui a déjà 150 000 utilisateurs, avec un site web, une admin pour nous, le site, l'interface pour les ports, 2 applications, l'API et tout. Donc on a une seule personne, et donc on est toujours épaulé par notre agence Oui. CKC, et puis on a évolué comme ça, et puis aujourd'hui on commence à avoir une équipe qui est quand même assez solide, puisqu'on a on va dire on a 5 personnes full, on va dire qu'on a 6 personnes dans l'équipe, dont un freelance et une alternante. Donc ça commence à être une équipe assez solide, mais c'est très compliqué de recruter, parce que les bons profils sont difficiles à trouver, 2, les bons profils coûtent très cher, et donc il faut pouvoir financer quand même ces recrutements. Et puis mais je pense que ça a été un bon point chez nous. Donc on pourrait revenir notamment sur la notion d'avoir un cofondateur qui est développeur. Il y a des pièges là-dedans. Le premier piège, c'est que on a beau être développeur, les développeurs qui savent tout faire, c'est très très rare. Donc savoir faire du back, savoir faire du front, savoir faire de l'API, savoir gérer la base de données, savoir gérer le serveur, faire le design, faire les apps mobiles. Le mec qui sait tout faire aujourd'hui, il y en a déjà très peu, et puis c'est des rockstars. C'est des rockstars. Ils sont pas en France, ces gars-là. Ces gars-là, ils sont pas en France. Ils sont aux US, et ils gagnent 500 000 balles par an. Donc ils viennent pas lancer une petite startup en France. Ils ont pas besoin de nous ils ont pas besoin de quelqu'un pour lancer une startup, ces gars-là. Et puis c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est tellement rare que je veux dire que c'est impossible d'être bon dans tout. C'est pas possible. Oui. Il y a pas assez de temps. Il y a les technos évoluent tellement vite que c'est impossible qu'on soit bon dans tout. Donc quelqu'un, si moi je me mettais s'il y a 7-8 ans on s'était mis avec un développeur, notre naïveté nous aurait fait penser que le mec était capable de tout faire, alors que la réalité, il peut pas. Il peut tout faire. C'est très très bien au final. Donc là où ça a été important, donc ça c'est un premier point, un premier piège. Le deuxième piège, c'est que si on a les développeurs en interne, on a tendance on a le risque de développer tout ce qui nous passe par la tête à n'importe quel moment, et de dire tiens, je me réveille ce matin, et si les boutons on les mettait en bleu, ils seraient vachement bien en bleu. Allez, tiens, vas-y, mets tous les boutons en bleu. Hop, ça passe, ça prend une matinée, mais de mettre tous les boutons en bleu, et en fait ça va rien changer, mais c'est juste parce qu'on a eu cette idée de dire tiens. Oui, là ça vous a obligé à prioriser. Exactement. Et à séquencer, phaser. Exactement. Le fait de travailler avec l'agence, ça nous a forcé à dire, l'agence elle nous dit écoutez, j'ai 6 semaines pour vous. Soit j'ai 6 semaines, soit nous on dit bon on a X milliers d'euros à dépenser, donc ça correspond à X semaines disponibles. Donc on a dit non, on choisit. On va faire cette fonctionnalité là et cette fonctionnalité là, ou juste une fonctionnalité parce qu'on pense que c'est la plus importante et que c'est celle qui va nous amener. Donc ça évite de trop se disperser, ça évite de faire trop de trucs, parce que les gens ont souvent l'impression que c'est juste mais c'est facile, tu mets le truc. Non, oui, c'est facile quand il y a rien, mais dans une structure comme Navily, où aujourd'hui on a on a quand même une structure assez complexe,
dès qu'on ajoute un truc, ça fait bouger plein d'autres trucs, donc il y a plein de répercussions partout, et il faut réfléchir à tout ça, et c'est pas juste ajouter une fonctionnalité, c'est ok, mais comment est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que ça fonctionne offline, est-ce que ça fonctionne pour tous les utilisateurs, comment sont faites les traductions, est-ce que ça fonctionne sur le web aussi, comment va évoluer la fonctionnalité plus tard, est-ce que ça vient, et donc ça demande, il y a une idée de base. Et ensuite, il y a un vrai temps de travail sur l'idée. Et puis ensuite, ce temps de travail, il est transformé en design, en API. Et donc, c'est bien je pense que c'était bien d'être avec une agence au début, parce que ça nous a forcé, comme tu dis, à choisir, à faire des choix, à dire, OK, on fait ça, on fait pas ça, on n'améliore pas cette partie-là, parce qu'on pense que la meilleure solution, c'est celle-ci. Et ça nous a permis de contrôler nos coûts et de pas trop nous disperser. Ouais, super, Edouard. J'ai encore 3 questions avant de passer aux questions de la fin. 3 sujets que j'ai envie d'aborder. Est-ce que Navily a un bateau? Est-ce que vous faites du bateau en équipe, ou en tout cas, j'imagine que vous deux avec Benjamin, vous en faites comme au début? Eh ben, écoute, j'ai jamais aussi peu navigué que depuis que je travaille pour Navily. Ah là 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 là. C'est dramatique, mais et toujours les cordonniers les plus mal chaussés. C'est fou. C'est dramatique, mais tu sais, le fait est que en été, c'est tellement le rush que prendre des vacances en été, c'est pas des vacances. On a essayé avec Benjamin. En fait, c'est l'enfer, parce qu'on passe notre journée à refresh les chiffres, à regarder les chiffres et à regarder Slack, à dire ok, tiens, combien est-ce qu'on a fait d'utilisateurs, combien on a fait de réservations. Et en fait, c'est pas des vacances, donc c'est pas donc pas faut agréable. Partir en décembre, janvier dans l'hémisphère sud. Ouais, exactement. Mais du coup, tu peux pas y aller en bateau. Mais du coup, en fait, l'hiver et l'hiver, c'est un autre type de rush, parce qu'il faut préparer la saison prochaine. Il faut être sûr de pas être en retard, et donc on a un autre type de rush qui fait que tu as un peu la pression de dire ok, mais faut que je lance des trucs tout de suite, parce que si je veux que ça soit prêt en juin, il faut que je le fasse, faut que j'en occupe tout de suite. Et donc ce qui fait qu'on a quand même assez peu de vacances. On prend assez peu de vacances, et on a assez peu de temps pour naviguer. Où, honnêtement, quand t'es en bateau, t'es vraiment déco. Donc tu fais assez peu, tu branches pas, t'allumes pas ton ordi facilement quand t'es en nav, c'est pas quelque chose que tu fais. Mais tu peux faire 2-3 jours de brainstorming, carnet stylo, sur les fonctionnalités, et ça, faut le prévoir du coup tout début de saison, donc saison hivernale. Septembre-octobre, tu vois, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Voilà, Toussaint, 3 jours de nav en Méditerranée, au sud Sardaigne, Sicile. Exactement. Ça peut le faire. Ça peut être séminaire annuel. Exactement. on aimerait bien avoir un bateau chez Navily, mais chez Benjamin et moi, on est on fait très attention à notre cash. On fait très attention à la survie d'entreprise, et donc on n'est pas vraiment des flambeurs, et donc on a toujours et un bateau, c'est flambeur. On a parlé 20 fois, mais on se regarde, on se dit on va pas pouvoir regarder nos investisseurs dans les yeux si on dit qu'on a acheté un bateau. Ils vont nous bref, donc non, aujourd'hui on n'a pas de bateau. Et vous faites du sponsoring de temps en temps, vous? À quel niveau? Je sais pas, sur des régates, sur des mini transats, Non, on fait pas trop, non, sur des speedophiles et des choses comme ça, par exemple. On nous demande souvent de faire du sponsoring, mais non, c'est pas quelque chose c'est vraiment c'est pas la culture. Non, c'est pas vraiment la culture, c'est vraiment un monde à part, la partie régate. La partie régate et la partie croisière. C'est vraiment deux mondes que je sépare. C'est-à-dire que il y a un nombre de gens qui sont fans de la route du Rhum et qui vont voir le départ de la route du Rhum, qui n'ont jamais fait de bateau, qui est assez gigantesque, tu vois. Et donc, s'il y a 4 millions de personnes qui se déplacent à Saint-Malo tous les 4 ans, en tout cas la dernière année, ces 4 millions ne sont pas sur Navily, on le voit bien. et tu vois, il y a à peu près, nous on pense que notre cœur de cible en France, il est autour de entre 500 et 700 000 personnes.
de gens qui naviguent de manière assidue et tout. Donc il y a des gens qui ont mis un pied sur le bateau, mais pour autant je comprends comment on peut être fan de la route du Rhum et de Armel et les tu sais les grands les grands marins, les Gabard et compagnie. Et vraiment on peut être fan de ces gens-là et de la prouesse sportive sans pour autant dire ouais non mais moi aller sur un bateau non mais je vais vomir tout de suite. Il y a des gens qui disent et puis c'est un coût, c'est une organisation, c'est le littoral, j'ai une de mes très bonnes amies d'ailleurs qui est chef pour un des skippers un des skippers à Pivia notamment et qui elle a un mal de mer de fou. Donc là elle part faire la Ocean Race avec tout l'équipage, avec un équipage, et elle va être la chef pour tout le crew, sauf qu'elle sait qu'elle met pas un pied sur le bateau. C'est pas possible. C'est marrant d'être dans le milieu et pour autant dire non mais moi je mets pas un pied sur le bateau. J'aime bien voir de loin, c'est bien, c'est joli, mais moi je monte pas. J'organise, je prépare, mais à terre. Je suis bien. Donc c'est assez donc on fait assez peu ce côté-là. Par contre les régates c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait avec Benjamin, c'est comme ça que moi j'ai commencé avec lui, avec sa famille, et que lui fait de manière assez régulière parce que ses parents ont un bateau moi j'ai appris sur le bateau de ses parents, ils ont un voilier classique de 68 en tout en bois, un très joli bateau et ils font notamment il y a tout un circuit de régates classiques en Méditerranée qui est assez développé et qui avec des régates à Imperia, à Cannes, à Saint-Tropez, à Porquerolles, et qui est un circuit de régates très très sympa. Et donc Benjamin lui fait régulièrement ces régates qui justement se font sur 2-3 jours et qui permettent d'aller faire du bateau sur un long week-end sans prendre toute une semaine mais un jour on prendra notre revanche sur cette partie-là et tour du monde exactement. ou transat. Ok, génial. Un dernier point là-dessus qui est super important, c'est que faut pas oublier qu'on bouffe du bateau tout le temps. Toute la journée, on mange du bateau, on entend bateau. Donc il y a des moments où quand je pars en vacances, je me dis tiens, j'irai bien à la montagne parce que on peut en avoir un peu marre d'entendre parler de bateau. À bout de 10 ans, 2023, ça fera 10 ans. Donc, yes. Justement, avant d'avoir un côté avenir, futur, vision sur les prochaines années, s'il y avait un ou deux échecs vraiment, mais vraiment qui ont mis en péril la boîte ou qui ont mis en péril, je sais pas, en tout cas tout le projet, et qui en fait ont été parce que vous l'avez pris comme ça dans le rebond, dans le pivot, dans la solution qui vous ont mis sur le chemin au final de ce qu'est Navili aujourd'hui. S'il y en avait un ou deux avec du recul, qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé, qu'est-ce qui a été compliqué à gérer, qu'est-ce qui a été showtime? J'en vois un particulier en 2019. Je vois un événement en particulier en 2019 qui a été une année un peu compliquée. Mais qui au final marche, qui est au final un problème qui est constant. Fin 2018, ça fait 4 ans que Navili a été développé à l'hiver 2014, hein, donc 2013-2014. Donc on va dire que ça fait 4 ans que le code, la base du code existe. Navili a beaucoup évolué, on a ajouté beaucoup de fonctionnalités, on a ajouté beaucoup de choses, et et non seulement ça, mais le code, les langages de programmation ont complètement évolué aussi, puisque les applications, Apple a lancé Swift, on est sur Swift 3, il y a Swift 3 qui est sorti en 2018-2019, et donc on a des développeurs, les développeurs Android n'étaient pas ouf sur les premières versions de Navili, donc on n'a pas une application Android qui est qui est parfaite, on va dire. On aime bien les choses propres, et donc on décide fin 2018 de refaire, que ça devient indispensable de tout refaire chez Navili. Ça veut dire refaire toute la base de données,
refaire tous les sites internet, refaire les 2 apps complètement, refaire les interfaces d'administration et de gestion des ports de côté port, et refaire toute l'API, et donc refaire tout le design de l'app aussi. Chantier qui, à l'époque, on a un dev en interne, et le reste c'est avec l'agence. Et en plus de ça, on va ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, pas un petit chantier. Et je pense que on fait une première erreur qui est qu'on sous-estime la quantité de travail que ça représente. Et donc l'engagement que ça demande et l'effort que ça demande. On fait une deuxième erreur qui est une erreur de planning, c'est-à-dire qu'on commence à travailler dessus trop tard. On a notre designer qui commence à bosser sur les apps fin janvier, début février. Wow. Donc en un mois. Il y a déjà 3 mois de. Tu vois, on aurait dû commencer en septembre. On aurait dû commencer en septembre. Mais on aurait dû commencer en septembre, mais en fait on se rend compte que avec les disponibilités de l'agence et tout, ça colle pas, ça marche pas, donc voilà, ça se passe comme ça. Oui. Et en plus de ça, la personne en interne qui doit bosser sur ce projet-là est un nouveau recrutement qui arrive en novembre, je crois. Ouais, donc il est pas encore dans. Donc lui pour lui c'est tout nouveau et tout et il est sur un nouveau truc, il se lance, donc il comprend le projet, mais dès le début il nous dit bon les gars c'est impossible, il faut 3 ans pour faire ça, donc ça va être super compliqué, je pense pas qu'on y arrive. Nous on lui dit si on va y arriver, de toute façon il y a pas le choix, donc on va y arriver. Et donc moi je fais des erreurs de management à ce moment-là, je fais des grosses erreurs de management de mon équipe de mon équipe dev. Je suis sous l'eau, j'arrive pas à gérer, je prends peur et il y a des décisions dures à prendre que j'arrive pas à prendre, et on se retrouve, on culmine en juin. Fin mai 2019, où les choses ont avancé, mais on est quand même encore loin. On est encore loin d'être prêt. On décide de virer la personne qu'on avait recrutée en interne pour gérer ça, parce que l'état d'esprit est pas bon. Et qu'il y a trop de friction avec notre agence qui elle gère une grosse partie du taf de l'autre côté, et l'état d'esprit est juste pas bon, c'est-à-dire que on est à un mois, il faut qu'on lance en juin ou un truc comme ça, et à 18h il y a plus personne au bureau, sans stress quoi. Donc on est là en mode non mais là il faut pas tout le temps, mais là il y a un moment de rush, donc il faut montrer un peu d'énergie, il faut essayer d'y aller un peu plus violemment quoi. Et donc je pense qu'on met trop de temps à se séparer de cette personne-là. En plus de ça, et donc en fait on se retrouve à lancer la migration. On est en week-end avec Ben, avec des potes. On se retrouve à lancer la migration de l'ancien système vers le nouveau système. On est assis à l'aéroport d'Orly dans la salle d'attente avant de prendre notre vol pour rentrer le dimanche soir. On veut la lancer le dimanche soir et pas en pleine semaine. Et on se retrouve à lancer ça avant de prendre notre vol, la migration. Et le lundi matin, on arrive au bureau et c'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage parce que nos équipes dans le développement, on n'a pas du tout le temps de développer nos outils internes de gestion. Donc nos équipes sont complètement aveugles. Et on ne sait pas quelles réservations arrivent, où sont les réservations, qui gère les réservations, qui il faut appeler, quel port il faut appeler. On n'a pas du tout ce truc-là. Et il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs comme ça. Et donc au final, qu'est-ce qui et cerise sur le gâteau, c'est que le lundi soir, forcément un lundi très stress. Le dev qu'on avait recruté, lui avait recruté une dev front-end pour venir l'aider sur la partie front et tout. Donc quand on vire le dev senior, on garde que la front-end qui a 6 mois d'expérience chez Navili et qui a 1 an et demi d'expérience avant, et on lui dit bah écoute,
tu gères. Faut que tu gères parce que t'es la seule. Là, il reste plus que toi, donc faut que tu fasses. Donc ça devient, c'est toute la pression est mise un peu sur elle. Et le lundi soir, donc lundi un peu compliqué, en repartant du bureau, moi je suis à moto et je me fais percuter à moto, un mec brûle un feu rouge et je me fais renverser à moto et je me retrouve à l'hosto. Je me retrouve à l'hosto, sauf que il y a pas de choix quoi. C'est faut bosser quoi. Donc j'ai pas il y a pas le moment de dire ça va, fais-toi tranquille, reste à l'hosto 3 jours. Non, c'est tu rentres. Si tu peux. Si tu peux. J'ai eu de la chance, j'ai pas eu grand chose. Je me suis défoncé le genou, Okay. je me suis défoncé le genou gauche, mais j'ai eu pas eu grand chose parce que la bagnole et la moto ils sont partis à la casse. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Mais à un moment, ça a vraiment culminé le stress le stress de malade de ce moment-là. Et finalement, on s'en est sorti. On a eu écoute, les équipes ont bien géré. Ça a été. La dev a vraiment pris le truc à bras le corps, a dit ok Benjamin elle a pris sous son aile, elle a dit ok il faut ça, faut que tu rajoutes ça, vas-y on fait ça, boum boum boum, on a un. L'agence nous a aidé à résoudre les quelques problèmes qu'on avait et puis finalement ça s'est bien passé, mais honnêtement on n'est pas passé loin de la correctionnelle quoi. Ouais, de la correctionnelle, ouais. Et en même temps, est-ce que vous auriez eu 3 mois de plus, vous auriez pris 3 mois de plus pour est-ce que c'est jamais est-ce que c'est toujours comme ça au final quand tu changes tout, quand tu déménages, il y a un pic d'adrénaline. Est-ce que il y a toujours je pense qu'il y a toujours, je pense que t'es jamais prêt. C'est-à-dire que après réflexion, tu vois, on aurait pu dire non, attends, on va pas lancer ça un dimanche soir. Assis, honnêtement, on est assis par terre en partage de connexion 3G avec le téléphone pour push la mise à jour. C'est lunaire comme idée. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu lundi? On aurait tout à fait pu attendre le lundi, tu vois, mais bon, les choses se font comme ça et je pense qu'à un moment, fallait juste flip le switch et dire ok, vas-y, on y va, on se lance. Justement, le fait de le faire et après d'être off dans un avion, bon, moi, tu vois plus, tu peux plus faire machine arrière et hop. Et puis le fait de le faire, ça fait que bon bah maintenant ça y est, t'es dedans, t'es là, bon bah vas-y, maintenant que t'es là, fais-le quoi. C'est un peu comme un marathon. Tu pourrais dire ah jamais je peux courir un marathon. Maintenant si t'as les baskets au pied et que tout le monde est en train de courir, bah tu vas commencer à courir avec eux et puis bah tu t'arrêteras. Si ça se trouve tu le finis, si ça se trouve tu finis pas, mais une fois que tout le monde court autour de toi et que t'es dedans, bah tu cours aussi quoi. Et donc c'était un peu le même concept, c'est dire bon bah ok on est dedans, vas-y let's go, on corrige. Ça sert à rien de pleurer sur notre sort et de dire ah machin qu'est-ce qu'on aurait pu, non, on fera la rétrospective plus tard. Là faut résoudre les problèmes, faut avancer et on a de la chance que l'équipe a été super cool et que même si c'était stress pour tout le monde, on a réussi à faire fonctionner le truc, mais c'était vraiment un moment tendu, notamment un moment tendu dans la relation entre Benjamin et moi parce que voilà, on est très bons amis, que c'est pas toujours facile de se dire les choses entre amis, que honnêtement je prends une grosse partie du blâme sur ce truc-là parce que je me rends pas compte du retard que les choses ont pris, je me rends compte trop tard que les choses ont pris trop de retard et à un moment bah on a le choix de tout arrêter. Et en fait, on n'a même plus le choix de trop t'arrêter. On s'est déjà tellement lancé, on a tellement investi dans le truc que maintenant il faut le faire, quoi. C'est tout. Il faut le lancer et qu'on peut pas le lancer en septembre. Il faut le lancer là maintenant parce que sinon c'est dans un an. Et donc il y a un moment de tension quand même entre Benjamin et moi, mais on a l'avantage de pouvoir se dire les choses, de pouvoir parler et d'être compréhensif et donc voilà, on s'en est sorti et ça va. Mais c'est vrai que ça a été un moment très tendu quand même. C'est certainement la pire année pour la vie, l'année la plus difficile en interne. Et donc c'était effectivement, on va dire en retour d'expérience, c'est plus jamais ça, mais en fait vous n'êtes plus du tout dans la même configuration que cette première fois où vous faites ce switch là et cette mise à jour là. Aujourd'hui c'est très différent. Mais si on devait le refaire, si aujourd'hui on devait, parce que de toute façon ça va arriver à un moment, on va devoir tout refaire aussi parce que c'est technologiquement les choses évoluent, donc on va certainement arriver à un moment où on aura besoin de faire un projet aussi gros que ça. Et
je pense qu'on retomberait de toute façon dans les mêmes trucs parce que sizer un projet comme ça, c'est super difficile. Il y a plein de considérations différentes et tout, et donc il faut réussir à le mener en parallèle d'autres choses, et c'est de toute façon des projets qui sont très compliqués. Donc le faire en toute. Mais comme vous le savez, toi, tu feras peut-être plus attention à quelque chose. Tu feras. Il y aura quand même toujours un regard très différent. On a appris, donc Ouais. on évitera des erreurs. Ça C'est sera certain. différent. Il y en aura d'autres peut-être, mais si on prend un moment sur le futur dans les prochaines années, Navili, c'est quoi? Donc une expansion vraiment et essayer d'aller au niveau mondial, mais est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres perspectives? Alors ouais, je pense que notre ADN, c'est vraiment le côté communautaire, et on souhaite continuer à développer cette partie-là, tant le côté communautaire que le côté aider le plaisancier à trouver dans sa navigation. Donc ça passe, ça c'est passé par la réservation de places de port parce que ça rassure tout le monde. Ça passe par des études sur la météo, l'aide sur la décision avec la météo, sur des questions d'itinéraire, mais ça passe aussi sur le futur, par comprendre où je peux aller faire mes courses, où je peux aller manger un morceau en arrivant au port. Peut-être aussi comprendre, j'ai un problème d'électricien, j'ai un problème de plombier, j'arrive au port qui est pas mon port, qui je peux appeler, qui je peux. Donc c'est continuer à aider le plaisancier là-dessus, sur cette partie navigation, et continuer à profiter de la communauté, et à émuler la communauté pour qu'elle partage et qu'elle s'entraide le plus possible. Et je pense que l'avenir de Navili, il est là-dedans. L'avenir de Navili se construira autour de cette communauté, autour du communautaire, sur lequel on ajoutera quelques fonctionnalités, certainement autour de la réservation. Je pense que la réservation a encore a vraiment un beau futur devant elle. Il faut juste, les mœurs vont changer, les ports vont évoluer, les choses vont s'accélérer, les outils vont évoluer aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'outils côté port qui ont encore besoin d'évoluer. Et puis certaines choses iront dans Navili Premium parce que ça nous permet de financer aussi. Est-ce que un aspect, je sais pas, achat, revente de matériel ou de bateau en interne peut être intéressant? On l'a mis dans un slide il y a 2 jours. Donc c'est pas impossible que ça Ok. soit, parce que encore une fois ça fonctionne sur la partie communautaire. Bah oui. Il y a un côté communautaire qui est intéressant, c'est-à-dire que ok, il y a du trafic en fait. Navili devient un peu un driver de trafic pour un driver de visibilité pour certaines choses, quoi, on va dire certains thèmes, et ça peut passer par ce côté un peu marketplace, en disant j'ai quelque chose à vendre, ou j'ai un service à offrir aussi. Ça peut être demain, je suis électricien à Nice, et je suis électricien ou mécano bateau, et donc je paye pour à être en front, et que tous les gens qui viennent à Nice puissent savoir que moi je suis mécano bateau, et donc ça passera peut-être par ça dans le futur. Ouais. Toujours avec l'esprit de dire ok, on essaye avec Benjamin de réfléchir à des choses qui sont pratiques pour le plaisancier, qui sont utiles pour le plaisancier. C'est là où la publicité, c'est là où c'est le plus difficile avec la publicité, parce que en termes d'utilité pour le plaisancier, c'est un peu plus réduit. Même si on trouve que des acteurs du secteur et des produits qui sont, Ouais. on n'est pas là pour faire on fait pas de la pub pour une banque ou une banque en ligne, Oui. parce que oui, c'est sûr qu'ils aimeraient bien toucher des gens comme ça, mais si on commence à avoir une pub pour une banque en ligne sur un avis utilisateur, il va dire pourquoi j'ai pub ça sert à rien. Il préfère avoir une pub pour des chaussures bateau, ou pour un nouveau moteur ou un nouveau type de bateau. Ça C'est clair, c'est clair et c'est aligné. Ok, super. On a fait un bon tour. J'ai plongé vraiment dans l'aventure Navili, donc vraiment un grand merci. J'avais pas cette notion effectivement. C'est vraiment rassurer et offrir tout ce qu'il faut euh, pour améliorer cette expérience de plaisance. Quelques jours par an en plus, donc pour beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Edouard.
encore quelques petites questions. Si tu avais la possibilité de boire un café, de boire un verre sur justement le pont d'un bateau avec la personne de ton choix, qui choisirais-tu? C'est super dur comme question, ça. Euh, euh, je vais avoir un choix un peu controverse en ce moment, mais je suis assez fan d'Elon Musk. Je pense que c'est un personnage, un personnage fantastique qui a plein de défauts, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. C'est très très, pour ça que je dis que c'est très controverse en ce moment. Mais je suis un grand fan de ses projets, j'aime bien Tesla, mais SpaceX, je trouve que c'est incroyable. Et si je regarde autour dans mon bureau, les posters que j'ai à mon mur juste devant moi sont des posters sur l'exploration spatiale et sur le futur de l'exploration spatiale, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et j'adorerais parler d'exploration spatiale, de la future du futur sur Mars ou ailleurs. Un mouillage. Voilà. Réserver un mouillage sur Mars, sur la Lune. Une fois où il aura terraformé Mars et qu'on aura des océans sur Mars, je veux que Navili soit la première app à référencer les mouillages de Mars. Ouais. Ok, génial. Si tu avais une ressource là tout de suite à nous partager avec tout ce dont on a parlé, ça peut être un livre, un podcast, un film, une série, une expo. Qu'est-ce qui te viendrait là? Sur la création d'entreprise, sur la mer, sur les océans, sur l'aventure, sur l'entrepreneuriat, comme tu veux. C'est vraiment un livre que tu offrirais à tout le monde, qui t'a marqué. Elle est dure cette question-là. Je lis, mais je lis que de la science-fiction, donc à la rigueur, ça c'est plus pour le côté rêve, mais je suis un grand amateur j'aime beaucoup regarder YouTube, je passe beaucoup de temps sur YouTube, et je pense que si j'avais une chaîne à partager que j'aime beaucoup, c'est Kurzgesagt, que tu connais peut-être, qui est une chaîne qui a été à la base générée, créée par des Allemands, mais qui explique des concepts compliqués de manière simple. Et ils ont ça s'appelle Kurzgesagt, c'est Kurzgesagt. Donc ça veut dire dit de manière courte en allemand. Et c'est super éducatif, c'est super intéressant. C'est en anglais? C'est en anglais. Maintenant ils les font en français aussi. Ils font aussi des vidéos en français. C'est ultra recherché, ultra documenté. Ils font très attention à ce qu'ils disent et il y a vraiment énormément de qualité. Ok, génial. Je pense qu'il y a énormément de qualité sur YouTube en général. Je pense qu'il y a beaucoup de choses éducatives fantastiques sur YouTube, beaucoup plus que sur TikTok, Instagram et Facebook. Et Kurzgesagt est une de mes chaînes préférées. Quelle culture ou pays aimerais-tu découvrir? Culture, on met le mot culture parce que il y a des cultures anciennes qui ne sont plus présentes ici, mais la Terre dans 1000 ans. Ah, futur. Ouais, écoute, j'ai pas mal voyagé. J'ai vécu aux US, j'ai vécu en Argentine, j'ai vécu en Espagne, en Italie. J'ai pas mal passé de temps en Afrique. J'ai fait ma lune de miel au Japon. J'ai pas mal bougé, j'ai vu beaucoup de cultures, j'adore les cultures en général, j'adore rencontrer, passer du temps avec les gens, les locaux. C'est un truc qui me fascine. Donc je sais pas s'il y a une culture que je ne connais pas qui me fascine particulièrement aujourd'hui. Mais j'adorerais pouvoir savoir ce qui va se passer dans le futur. Mes rêves, ils sont qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je comprends pourquoi tu t'occupes de la com et de la vision à partager.
Dernière question. À qui tends-tu le micro pour un prochain invité que tu aimerais, ou une évidemment, que tu aimerais entendre au micro d'Aventure Humaine? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Hum, hum, hum. Là, ça c'est vraiment super. Ça c'est vraiment super dur comme question. Dans le milieu de l'entrepreneuriat ou large, n'importe quel Français. N'importe quel Français, Française? Je dirais Teddy Riner. Allez, ok. Challenge relevé. On va y arriver un jour, j'en suis sûr. Et on n'attendra pas 1000 ans pour faire cette vision. Ok, génial. Allez, on va lui extraire l'invitation, le passage de relais, et puis l'invitation sera transmise. Super. Génial, j'adore les challenges comme ça. Merci beaucoup, Edouard. Merci à toi pour l'accueil. On mettra évidemment dans la description tous les liens, même si on n'est pas plaisancier. J'ai envie de m'inscrire au poulpe. Viens, le poulpe a tellement de bras, il peut faire des câlins, il peut vraiment faire des câlins à beaucoup plus que 700 000 personnes. Génial. Un grand merci. À très bientôt. Passez de très très bonnes fêtes à toute l'équipe. Et puis merci beaucoup. Joyeuses fêtes.